Bonjour à toutes et tous, salut Kyle, salut Cristalgre, salut Julot, salut Ishtar, salut Margarine Yourcenar, quel adorable pseudo, salut Stéphane, salut Fugus, salut Marocino, salut Pénible, salut Bandini, bienvenue à toutes et tous dans le talk de France Info, 2 heures sur Twitch et TikTok aussi, de 17h à 19h les mercredis et les jeudis, pour faire le point avec des expertes et des experts, et puis pour répondre à vos questions dans le chat sur l'actualité diplomatique, économique, scientifique, politique, du web, de la tech et certainement aussi des idées. On est ensemble pour 2 heures de stream, vous posez vos questions dans le chat, moi je les passe en direct aux invités, il n'y a que 2 règles. La première, c'est la courtoisie, la bienveillance. On est sur le service public, s'il vous plaît. Vous avez le droit de râler, de bougonner, mais avec les formes, s'il vous plaît aussi. Et une deuxième petite règle, mettez un point d'interrogation à vos questions. Comme ça, je vous oublie pas quand j'écoute nos invités et que je vous lis en même temps. Et c'est un exercice mental qui est parfois un peu compliqué quand vos questions ne sont pas signalées par les marqueurs des questions. Donc, une majuscule, un point d'interrogation, par exemple. Au programme de ces 2 heures, le livre qui agite tous les services politiques de toutes les rédactions de France depuis quelques jours, La Meute, un livre enquête sur la direction de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise, paru aujourd'hui chez Flammarion, avec au menu des coups bas de la violence, des clans, des purges, et les filles aussi dans l'embarras, et puis aussi des voix pour dire qu'à la France Insoumise, on en méritait peut-être pas tant, et que peut-être on crie un peu facilement haro sur le baudet. On verra si c'est vrai ou pas. Ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on filera à Rome, la ville éternelle, où après des journées de discussion, les 133 cardinaux qui vont élire le nouveau pape se mettent à l'isolement, verrouillés, sous clé, dans la chapelle Sixtine, avec qui sait, peut-être, peu de chance, mais peut-être, de la fumée blanche dès ce soir, et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'instant, il n'est jamais que 17h07, passé de 2 secondes à Rouen, Marseille et Saint-Malo. Il doit être à peu près strictement la même heure au 82, rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris. Pourquoi le 82 rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement de Paris? Parce que c'est le siège des éditions Flammarion, sous la bannière desquelles est paru ce matin un livre qui s'appelle La Meute, et dont tous les médias se sont arrachés les bonnes feuilles, et qui a provoqué quelques embarras, notamment la France Insoumise. La Meute, c'est quoi? C'est un livre enquête, donc sur la direction de Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise, commis par les journalistes Charlotte Belaïch de Libération et Olivier Perroux au Monde, nos 2 collègues qui ont enquêté pendant 2 ans, qui ont interrogé quelques 200 personnes, et où, à travers les témoignages recueillis, LFI est décrit comme un parti entièrement dévoué à Jean-Luc Mélenchon, et où, comme dans les histoires qui finissent mal, les coups bas, les pressions, les menaces et l'arbitraire des sanctions font office de loi. Bonjour, Aurore Malval. Bonjour. Ton micro. Je suis vraiment la mauvaise élève aujourd'hui. Je parlais avant le début. Aurore Malval, rédactrice en chef chez Marianne. Bienvenue chez toi. À tes côtés, merci. Sébastien Schnegans. Salut Seb. Salut, bonjour. T'es journaliste au service politique du Point. En face de moi, à tes côtés, Virginie Leguet. Salut Virginie. Bonjour. Et journaliste et éditorialiste sur France Info Télé. Est-ce que vous avez lu La Meute, les amis? Oui. Bon, alors, avant de vous demander ce que vous avez pensé, je vous propose d'écouter ce qu'en a pensé le député La France Insoumise, Manuel Bompard. J'ai pu le lire, c'est un collage de ragots, de fausses informations, que je prends avec un peu de légèreté, parce que nous sommes députés, représentants politiques, on n'est pas critiques de fiction, vous voyez. Donc si vous voulez des avis sur ce qui s'apparente en fait vraiment à une fiction, puisque j'ai détecté à peu près à toutes les pages des informations qui sont des informations inexactes. Par exemple, dans ce livre, j'ai lu que à un moment, Jean-Luc Mélenchon se serait adressé à moi en me disant Manuel Bompard, achète-toi un cerveau. Bon, alors comme Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça, j'ai pris ça comme une invention. Mais vous savez, normalement, un travail journalistique sérieux, c'est quand même un travail dans lequel on respecte un principe de contradictoire. Donc, comme j'ai rencontré les auteurs de ce livre dans la rédaction de cet ouvrage, je me disais que peut-être, je sais pas, vous qui êtes journaliste, si vous aviez eu ce type de travail à faire, vous m'auriez posé la question au moment où on se serait rencontrés pour savoir si c'était vrai ou pas, et puis j'aurais pu vous dire que c'était faux, et au moins il n'y aurait pas eu quelque chose de faux qui aurait été écrit dans ce livre. Je vous prends un exemple, mais malheureusement je pourrais en faire une collection, puisque j'ai vu qu'il y avait à peu près à chaque page une information qui est une fausse information. De Manuel Bompard dans le chat. Je sais que la France Insoumise, c'est un sujet qui est clivant, voilà, qui va pas forcément nous rassembler là pendant 1 heure, qui va vous faire beaucoup parler. Je vois déjà Snoops Again qui dit tiens, France Info, qui va dire du mal de LFI, ça change pas trop. Alors, on peut le dire une fois, tu as le droit de le penser, il faut l'argumenter un petit peu quand même. Si parfois on s'égare ou que tu as l'impression que nos propos sont pas argumentés, n'hésite pas à le dire, mais peut-être fais-le après qu'on ait peut-être commencé. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'a dit Manuel Bompard? Est-ce que vous pensez comme lui? Aurore Malval. Alors, non, je pense pas comme Manuel Bompard. Il y a plusieurs choses dans ce que dit Manuel Bompard. Je suis pas surprise qu'il dise ça. Alors, certains diront effectivement, voilà l'illustration de la meute, de cette solidarité justement sans faille, et aussi d'un parti, en fait, d'un mouvement, la France Insoumise, qui a le syndrome, je dirais, un peu de la citadelle assiégée. Et en fait, d'ailleurs,
on peut pas lui donner tort sur ce point-là. Effectivement, il y a aujourd'hui, on voit bien le mouvement médiatique. Le livre est sur toutes les télés, toute la presse écrite, et il y a effectivement je pense qu'on peut parler parfois de Mélenchon bashing, quelque chose qui revient souvent par rapport à ce parti, qui est clivant, qui a théorisé le bruit et la fureur. Hein. C'est mentionné dans l'ouvrage. Et effectivement, ce bruit et cette fureur déclenchent en réaction cette cristallisation un peu médiatique autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon et de ses lieutenants. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, je dirais, s'alimente des deux côtés. Par ailleurs, il y a quelque chose aussi dans la réaction de Manuel Bompard. Évidemment, moi j'ai toute confiance en le sérieux et le professionnalisme de mes confrères Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. En revanche, pouvoir dire, et même je pense que Manuel Bompard le pense sincèrement, qu'il y a des mensonges et des inexactitudes à chaque page, parce que lorsqu'on est soi-même l'objet d'un article ou d'un écrit journalistique, on n'a pas forcément vécu la chose de la façon dont elle est racontée, et également par d'autres personnes. Donc, et c'est un livre, La Meute, c'est un livre aussi qui est intime, qui est une plongée intime en fait dans la façon dont la France insoumise fonctionne, mais aussi parce que la gestion de Jean-Luc Mélenchon, ce qui transparaît en fait dans ça, est une gestion éminemment personnelle et personnifiée. Il y a un gros côté, je dirais un gros coefficient émotionnel à sa façon de gérer les choses. On le voit à travers les textos qui sont révélés, ne m'adresse plus jamais la parole à Alexis Corbière, le texto que révèle Charlotte Girard, la veuve de François Delapierre, ce « Delap aurait eu honte de toi ». François Delapierre, je précise pour ceux qui n'ont pas fait l'archéologie de la France insoumise. Alors oui, n'oublions pas, la plupart des gens qui nous regardent et qui nous écoutent n'ont pas lu le livre qui est sorti ce matin. Nous, on l'a eu un petit peu avant. Et c'est très intéressant. On en reparlera peut-être. D'ailleurs, cette figure de François Delapierre, qui était au parti de gauche, qui était le compagnon de route véritablement de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il quitte le PS en 2008 et fonde le parti de gauche, puis la France insoumise, qui était vraiment une sorte d'une tête pensante et qui est aujourd'hui un mythe de la France insoumise, qui est une figure tutélaire et qui est presque plus importante. En tout cas, dans ce livre, il a une importance très très grande de par son absence et de par ce qu'il a laissé. Et comme si finalement sa disparition avait renforcé et encore conforté la mainmise de Jean-Luc Mélenchon sur le mouvement, et aussi ce côté un petit peu déraisonnable et un peu mégalo de Jean-Luc Mélenchon une fois qu'il a disparu. Virginie puis Sébastien, comme ça on parle après de ton papier, Sébastien. C'est une habitude assez courante chez les membres de LFI que de discréditer, disqualifier celui qui s'oppose à leur thèse, à leurs affirmations, à leurs déclarations. Ils font ça quasiment systématiquement. Ils le font avec beaucoup de virulence. Là, c'est fait avec une apparente décontraction. Il dit à chaque page, il y a des contre-vérités. Voilà. Mais en fait, c'est assez violent la façon dont il parle. Il sous-entend que les journalistes ont mal travaillé, n'ont pas vérifié leurs sources, n'ont pas vérifié leurs propos. Enfin bref, que ce livre n'a pas l'intérêt qu'il suscite. Alors, je ferai une parenthèse sur le plan de com XXL du livre, qui, c'est vrai, peut apparaître un peu je me permets de te couper. excessif. Il y a Schnoops-Again, justement. Et Schnoops, je pense qu'on va beaucoup parler ensemble aujourd'hui. C'est un sujet qui, visiblement, t'intéresse, te crispe, te touche, et c'est bien. Schnoops qui dit, en tout cas, est-ce que c'est nouveau, cette façon de faire de la promo pour un livre sur le service public. La promo était effectivement colossale. Elle était colossale, elle était gigantesque. Entre ceux qui ont eu les bonnes feuilles, ceux qui ont fait des commentaires, ceux qui le lendemain ont consacré 2 ou 3 pages d'ouverture de leur journal. Je pense à Libé qui a même fait sa une, Le Parisien qui a fait sa une. Tout le monde s'y est mis et il y a eu un effet d'entraînement. Les radios ont interrogé les 2 auteurs. Je les ai entendus sur France Inter. Je ne sais pas si c'est hier matin ou avant-hier. Enfin bref, on a entendu parler que de ce livre depuis 3 jours et ça peut sembler un peu disproportionné par rapport à l'objet même du livre qui est LFI. On est trouvé pour dire qu'il y avait la meute sur la meute finalement. Oui, alors je peux comprendre que ça irrite, je peux comprendre que ça paraisse un peu comme un réflexe corporatiste. Pour autant, il y a ce qui est écrit dans le livre et il y a ce que déjà nous on savait, nous les journalistes, à quoi on a assisté depuis des années. Et il faut bien reconnaître que on n'est pas tous tombés des nues. On s'est pas dit oh, mon Dieu, ce mouvement que je croyais sympathique, inclusif et bienveillant se révèle est un mouvement toxique, violent et extrêmement difficile à vivre. On le savait. Il y a eu des tas d'éclats sur la scène publique à la faveur d'événements politiques. Je pense à l'affaire Quatennens, je pense à tous ceux qui ont été purgés
Berger récemment, Raquel Garrido, toute cette bande-là, qui était quand même parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon, ils ont parlé eux-mêmes et ils ont raconté eux-mêmes comment ça s'était passé. Et au moment de l'affaire Quatennens, on a entendu aussi comment ça s'était passé et comment Jean-Luc Mélenchon a défendu coûte que coûte Adrien Quatennens, qui, je le rappelle, a été condamné à 4 mois de sursis de prison pour violence conjugale et qui n'a pas été exclu, qui a simplement été suspendu 4 mois, le temps de sa peine, pour un mouvement qui s'est longtemps dit grand défenseur des femmes, du droit des femmes. Franchement, il y avait quelque chose là de l'ordre... disons, extrêmement contre-intuitif. Et ces événements-là se sont répétés ces dernières années, et on a tous eu des récits de colère de Jean-Luc Mélenchon, des moments où il était très abattu, de moments où il était très énervé, de moments où il parlait mal aux gens, je parle aux gens de son parti, de moments où il se mettait dans des états effrayants. Tous, on l'a raconté depuis, je sais pas, 15 ans. Moi, j'ai suivi pendant quelques années la France Insoumise, et j'ai suivi la campagne de Jean-Luc Mélenchon à Hénin-Beaumont, lorsqu'il s'est présenté. Et ça a été atroce. Je rappelle d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu franchir la barre du 2e tour. C'est-à-dire qu'il n'a pas réuni sur son nom 12,5% des inscrits, ce qui est une déculottée fantastique. Et je ne vous raconte pas l'humeur dans laquelle il était avant même ce résultat, où il faisait pas beau, il faisait froid, il pleuvait, rien ne le contentait. Il y avait effectivement des journalistes de tas de journaux. Ça a été une horreur. Il nous parlait mal, il nous jetait, il nous disait de partir, il nous disait de ne pas lui adresser la parole. Et quand les résultats sont tombés, ça a été une horreur aussi. Et ça, c'était déjà il y a quelques années, c'était avant que la France Insoumise existe, c'était avant que Jean-Luc Mélenchon connaisse le succès qu'il connaît maintenant. Donc on n'est pas tous tombés de l'armoire. Pour autant, et j'en termine, pardon, parce que j'ai été trop longue, je dirais que... C'est l'endroit pour le faire. Je pense que ça ne changera rien au fonctionnement de la France Insoumise et que ceux-là même qui ont été purgés pour la dernière des purges et qui ont raconté à quel point c'était abominable, avaient assisté eux-mêmes aux purges précédentes, donc on était partiellement complices, et ça continuera, c'est-à-dire que tous ceux qui se permettront de dire « Ah, mais je ne suis pas d'accord, Jean-Luc, ah, mais peut-être je pense que, ah, mais peut-être j'ai une idée différente », seront systématiquement exclus. Il y a quelque chose chez Jean-Luc Mélenchon qui se durcit, qui se raidit, qui se brutalise et qui brutalise ses plus proches. Je ne sais pas si c'est l'âge, je ne sais pas si c'est la déception d'avoir fait ses campagnes et de n'avoir jamais été au second tour, je ne sais pas si c'est toute cette somme de désillusions qu'apporte la vie politique, mais là, je le trouve dans un état presque toxique et franchement dangereux. Oui, juste sur cette couverture médiatique, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais rappeler que donc moi j'ai vu Olivier Perroux et Charlotte Belaïch, on a pris qui sont les deux auteurs du livre voilà, La Meute, paru chez Flammarion. Un café lundi matin, ils nous racontent un peu les coulisses de travail sur ce bouquin. Ils nous racontaient aussi que Mathilde Panot, sur la boucle Telegram du groupe, a envoyé un message vendredi pour demander aux députés LFI de ne pas faire de médias aujourd'hui, donc ce mercredi. Donc ils savaient que ça aurait une ampleur importante. Olivier Perroux dit il y a 3 façons pour LFI de réagir à ce bouquin. 1, on ignore, circuler, rien à voir. 2, on tourne en dérision, c'est ce qu'il fait. Ou 3, on attaque en diffamation. On pouvait penser qu'ils allaient ignorer le livre en disant il n'y a rien, enfin c'est pas un sujet. Finalement, ils font pas ça. C'est un peu compliqué. Alors difficile d'ignorer avec ce. Ouais, mais ils auraient pu éviter les médias, dire on vient, mais on parle absolument d'autres choses. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que les médias en parlent autant. Oui, après, je pense qu'ils sont pas naïfs. Ils savent qu'il y a un rapport très compliqué aux médias, mais qui est très ancien et que Mélenchon nourrit régulièrement. Il faut rappeler qu'il a quand même fait pression à de multiples reprises sur Olivier Perroux et sur Charlotte Belaïch, sans les nommer directement, mais en chaque fois sur des notes de blog, en meeting, en faisant référence directement aux 2 journalistes, aux 2 confrères. Il fait référence à Charlotte Belaïch en disant que c'est un agent du Likoud, après qu'elle ait fait un article sur le fossé grandissant entre Mélenchon et les Juifs. Il refuse qu'elle participe à un café à Marseille avec un autre groupe de journalistes. Olivier Perroux, il l'évoque en disant c'est un journaliste qui est passé par le média d'extrême droite Le Point, par l'Express qui serait aussi d'extrême droite, et par Le Monde qui serait d'extrême droite, parce que tout est d'extrême droite si ce n'est pas LFI. Donc il y a cette haine des médias, mais je pense qu'il s'est, effectivement, tu as raison, je pense que ça s'est accru. En réalité, Mélenchon est un homme seul aujourd'hui. François Delapierre, c'était quelqu'un qui pouvait lui dire, qui pouvait lui apporter la contradiction, qui pouvait dire là, Jean-Luc, tu vas trop loin, là, tu as tort, je ne suis pas d'accord avec ça. Éric Coquerel, pareil. Bernard Pignerol, qui était aussi un très très proche conseiller de Mélenchon, qui est décédé il y a quelques années, pouvait lui apporter la contradiction. Aujourd'hui, il s'est entouré d'une meute de jeunes qui
lui doivent tout et qui par conséquent portent sa parole sans la contredire. Et donc, c'est ce qui explique un petit peu la virulence de sa position, effectivement, de citadelle assiégée. Et j'ajoute que c'est aussi quand même outre ce que tu as rappelé très justement, une conception de la loyauté qu'a toujours eu Jean-Luc Mélenchon. On l'apprend d'ailleurs dans le livre. Je ne connaissais pas cette anecdote. Enfin, je m'en souvenais plus et pourtant j'ai connu cette période quand il défendait mordicus Lionel Jospin. Lionel Jospin en 2002 qui a fait une campagne d'ailleurs qui pourrait sembler en tout cas aux yeux de la gauche LFI aujourd'hui catastrophique. Je rappelle pendant cette campagne qu'il dit « mon programme n'est pas socialiste ». Jean-Luc Mélenchon, lui, est d'une loyauté sans faille. Il défend Jospin contre tout, contre ce qui pourrait être considéré comme les frondeurs de Hollande à l'époque. Et il a vraiment ce côté, et je crois que c'est d'ailleurs une des rares députés qui accepte de dire quelque chose, Marianne Maximi, députée LFI du Puy-de-Dôme, qui parle dans le livre et qui dit la loyauté est tout à la France insoumise. Et on ne peut pas, effectivement, il y a ce truc, dire quelque chose à l'extérieur contre le parti, ne pas soutenir même des décisions qu'on n'approuve pas, c'est trahir, c'est déjà trahir. Et ça, je pense que pour comprendre Jean-Luc Mélenchon et pour comprendre l'organisation de la France insoumise, c'est capital. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'une part, on peut considérer qu'effectivement, le linge sale se lave en famille. Je pense que d'ailleurs, c'est un peu le cas dans tous les partis, alors sauf au PS, qui est un trop vieux parti pour que finalement les désaccords ne soient pas en permanence sur la place publique. Mais on voit bien d'ailleurs ce qui est en train de se passer à Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier fait face à des accusations justement d'être un peu autocrate, de verrouiller l'opposition, de ne plus vouloir justement cette multitude de courants qui se tapaient sur la gueule avant, pour parler trivialement, et qui veut encadrer tout ça et veut en faire aussi une machine. Bah oui, on n'a pas des succès électoraux sans construire aussi un appareil qui est soudé, qui avance. Et donc, effectivement, LFI est une machine de guerre. Est une machine de guerre, alors, je dirais pour deux objectifs. Le premier, le principal, est l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, on peut d'ailleurs voir un petit peu entre les lignes, et nous, à Marianne, on a bossé là-dessus, sur l'objectif un peu municipal. Et c'est assez intéressant de voir cette question des élections municipales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en 2026. Pour le parti, c'est aussi... Alors, la question de la succession de Jean-Luc Mélenchon, elle est complètement taboue. Elle n'existe pas à la France insoumise. On le lit... Pas seulement dans ce livre, dans tous les livres d'ailleurs, de tous les travaux qui ont été faits jusqu'à présent à la France insoumise, on voit bien qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon désigne un héritier, ça se casse la gueule et la personne est soit disqualifiée pour être son héritier comme Quatennens, soit est exclue, etc. Donc, même Ruffin, lorsque François Ruffin, justement, lorsque Jean-Luc Mélenchon le désigne, entre guillemets, en disant, voilà, deux candidats ressortent d'un sondage, bon, c'est pour mieux le torpiller derrière. Donc, on voit bien que cette question de la succession, elle est taboue. N'empêche qu'il y a la nécessité pour la France insoumise de s'ancrer, de créer aussi des racines. Et ça se passe localement. On fait, aujourd'hui, la France insoumise est un mouvement qui est décrit comme étant un mouvement gazeux. C'est pas un parti avec, justement, des adhérents partout, etc. Il y a 3 ou 4 adhérents, je crois. 3 au bureau, et c'est impossible d'y adhérer. Par contre, il y a énormément de sympathisants qui se répartissent dans des boucles avec une organisation très pyramidale, et cette organisation, il faut qu'elle s'ancre aussi territorialement par des succès électoraux, et on va voir justement ce qui va se passer en 2026, mais c'est extrêmement important dans la stratégie aussi de la France insoumise. C'est un premier crash test aussi avant 2027. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ça, on voit aussi comment la France insoumise, un côté, le mot est fort, mais c'est un petit peu ça, terrorise ses alliés, ou en tout cas ceux qu'elle veut soit ramener vers elle, soit faire la bataille avec eux. Et c'est le cas d'Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'Europe Écologie Les Verts a une position très singulière aujourd'hui dans la galaxie de la France insoumise, parce que on voit bien qu'aux prochaines élections, avec le PS, en tout cas pour les municipales, il n'y aura pas d'alliance, et la France insoumise ira partout pour essayer même de les faire trembler. Par contre, avec Europe Écologie Les Verts, il y a un dialogue, il y a des négociations, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, nous on a bossé
là-dessus, sur les villes qui sont gagnables par la France insoumise, parce qu'il y a justement un socle d'électeurs qui correspondent à la sociologie des groupes qui votent pour la France insoumise aujourd'hui. Eh bien, par exemple, dans ces villes, il y a Strasbourg et Grenoble, qui sont 2 villes qui sont tenues aujourd'hui par EELV. Je vous passe la parole immédiatement. Je fais d'abord une pause de chat. Bon, ce débat vous anime, mais je m'y attendais un petit peu. Alors, je vais lire quand même vos commentaires. Ils sont pas tous très agréables. Vous pouvez être peut-être un peu plus courtois, peut-être plus bienveillant. Mais bon, je vous aime bien quand même. Et c'est voilà, restez avec nous en tout cas. Bon, Noisica. Et du coup, pourquoi on parle jamais de programme dans le service public? C'est fou, ça, de la forme, jamais du fond. C'est terrible, France Info. En fait, on parle d'un livre qui est sorti, qui décrit un système à l'intérieur d'un parti. On peut faire une autre émission après sur le programme de la France Insoumise. On l'a déjà quand même pas mal fait. Après, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui dit oui, il n'y a personne sur le plateau pour défendre LFI. L'idée n'est pas d'être pour ou contre LFI. L'idée, c'est de décrire un système. Didier Ribon l'a fait hier sur France Culture. Vous n'avez pas trouvé d'invité. Il se trouve que j'en ai 3 à côté de moi qui sont journalistes aussi. Et voilà. Et l'idée, c'est de mettre tout ça dans une matrice et de vous expliquer pourquoi ces 2 journalistes ont commis ce livre et qui décrivent un système que nous, dans les rédactions, en fait, on connaissait un petit peu, même si on n'en parlait pas beaucoup. Voilà. Tac. Je continue un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison, c'est ça aussi, parce que vous nous écrivez. Donc moi je vous lis. C'est aussi une manière de vous dire que je vous lis vraiment. Une pensée à la personne de France Info qui doit lire le chat, mais c'est moi, je vous lis. Plateau à charge avec nos impôts et ne savent même pas faire une incrustation sur fond vert. Alors pour l'incrustation sur fond vert, c'est vrai. Ok. Plateau à charge, je ne sais pas. Nous décrivons un système. C'est pas être pour LFI ou contre LFI. Voilà. Qu'est-ce qu'on répond donc à ceux à nos amis viewers là qui râlent, qui ont le droit de râler? Quoi qu'on pense de ce livre, moi je l'ai lu intégralement. C'est un livre factuel, sérieux, un vrai travail de journaliste avec plus de 200 témoignages des amis de Mélenchon, des amis actuels, des vieux amis, des purgés. Et attends, je t'interromps. Et Roger Soleil, c'est le niveau ragot de l'émission est stratosphérique. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Pour l'instant, on n'a même pas encore dégainé un seul ragot. On en a plein à donner. S'il vous plaît, calmez-vous. Après, on peut refuser de voir ce qui est écrit dans le bouquin, mais il faut le lire avant de le commenter. C'est vraiment un travail journalistique, sérieux, qui décrit, encore une fois, comme tu le dis, un fonctionnement. Il ne s'agit pas d'un bouquin à charge contre Jean-Luc Mélenchon. Évidemment que ça raconte le caractère de Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît, qui peut être très violent. Tu parlais d'Europe Écologie Les Verts. Il y a ce message qu'il envoie à Marine Tondelier en disant, une fois que Tondelier avait critiqué LFI, il dit « Toi, je vais te mettre ta dose ». Il peut envoyer des messages très très violents. Il peut dire à quelqu'un qu'il connaît depuis 30 ans ne m'adresse plus jamais la parole, comme à Alexis Corbière. Mais au-delà de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui est très clivante, c'est encore une fois le fonctionnement de LFI qui est un mouvement qui n'est pas un parti politique et qui est un mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon qui en avait marre du PS et des bisbilles internes et des congrès interminables et qui voulait une machine à son service efficace. Je pense que le terme important, c'est l'efficacité. L'efficacité au détriment de la démocratie. Et comment est né ce bouquin? Peut-être que ça aidera, ça suscitera un petit peu la curiosité du chat. En fait, l'idée germe au moment de l'affaire Quatennens, parce que c'est le premier moment où la libération, enfin la parole se libère au sein de LFI. Des purges, il y en avait eu successivement depuis des années. En 2019, il y a la fameuse purge de Charlotte Girard, François Coq, des Républicains qui ont accompagné Mélenchon pendant des années. Mais 2022, ça marque une bascule. On se dit, il y a un 2 poids 2 mesures entre la parole de Mélenchon et les actes. Quand un homme est condamné pour violence conjugale, il ne prend que 4 mois, il est exclu que 4 mois du groupe, et il prend la même peine que Raquel Garrido, dont le seul tort est d'avoir émis une ébauche, un début critique de la position de LFI et du manque de démocratie interne. Donc je pense que, encore une fois, c'est un livre intéressant sur le fonctionnement de LFI, si on veut comprendre comment ça fonctionne en interne. Il y a des exemples locaux comme à Marseille, comment ça fonctionne. C'est vraiment pas un bouquin exclusivement sur Mélenchon, c'est ça qu'il faut comprendre. Je voudrais dire quelque chose à propos de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, c'est un ratage, parce que c'est un des hommes politiques que je connais qui a le plus d'intuition politique, qui a le plus le sens des coups politiques, qui sait ce que c'est que de faire de la politique et qui en fait, et jusqu'à y compris très récemment, d'une façon extrêmement habile. Souvenez-vous de la création de la NUPES, de la création du nouveau Front Populaire. Emmanuel Macron n'aurait jamais imaginé, lorsqu'il a décidé de la dissolution, que la gauche saurait se rassembler aussi vite après tous les désaccords qu'elle avait connus depuis 2022 et recréer une alliance électorale
qui a donné des fruits extrêmement positifs. Et tout ça, c'est dû à Jean-Luc Mélenchon. Et il est d'autant plus dommage qu'une personnalité aussi douée que Jean-Luc Mélenchon, aussi inventive, aussi énergique, parfois aussi, c'est vrai, menaçante, mais qui arrive à entraîner avec lui, il est d'autant plus dommage qu'elle devienne ce qu'elle devienne, c'est-à-dire quelqu'un qui, effectivement, vieillit. Je rappelle qu'il aura 76 ans en 2027, qui veut absolument se présenter une 4e fois et qui n'a jamais envisagé que quelqu'un d'autre à gauche se présente en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il a toujours dit, moi je me présente, et après il peut parler de l'union de la gauche, et ça ne marche l'union de la gauche que autour de lui, mais il n'envisage pas d'autres candidatures avec lui que la sienne, donc il se présentera, peu importe, les autres feront ce qu'il voudra, et qui, je trouve, nourrit maintenant une forme de ressentiment, d'aigreur, de colère. Je ne sais pas si c'est effectivement le temps qui passe, mais il passe pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est ses proches qui sont décédés, mais ça arrive aussi à tout le monde. Je ne sais pas s'ils se sont très seuls. Et je dirais une dernière chose qui est tout à fait à son acquis, c'est que quand on regarde le fonctionnement de la France Insoumise, quand on voit la formation des élus de la France Insoumise, leur capacité intellectuelle à répondre, à parler, à se battre, à connaître les dossiers, on est loin du Rassemblement national qui est quand même, il faut bien le dire, tout l'opposé, c'est-à-dire une toute petite bande de gens qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas bien les dossiers et qui font beaucoup d'autres choses que de la politique sérieuse. Pour Jean-Luc Mélenchon, la politique c'est sérieux, il forme les gens, il les prépare et il a préparé toute une nouvelle classe d'élus et il est peut-être le seul à le faire. Et ne parlons pas d'Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis maintenant 7 ans et demi. Son parti n'existe pas, il n'y a aucune implantation locale. Et alors voilà, l'antithèse, c'est Jean-Luc Mélenchon pour qui la politique, c'est préparer, obtenir des sièges, obtenir des victoires électorales. Emmanuel Macron, à part sa propre victoire électorale, il n'y a rien derrière, rien. J'abonde dans ton sens, Virginie. Je pense que je ne vais pas faire long sur le programme, mais en fait, effectivement, aujourd'hui à gauche, il n'y a que la France Insoumise qui a un programme. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 5 ans, il n'y a que la France Insoumise qui a un programme. Et quand on entend justement sur les plateaux de télé de dire des gens qui discourent très longuement sur l'union justement des sociodémocrates, l'union de Glucksmann, de Ruffin à Glucksmann, mais sur quel programme ? Sur quel ébauche de programme. Et quand on a vu le programme justement se monter rapidement de la NUPES, c'est le programme de la France Insoumise. Exactement. Alors légèrement amendé pour pouvoir justement faire rentrer les SOSDEM. Il y a un petit mot sur l'Ukraine. À la marge. Il y avait sur des questions qui étaient un petit peu sensibles et clivantes, sans que ce soit non plus chacun. Enfin, en tout cas, la France Insoumise avait accepté et adoucir certains angles, mais c'est tout. C'est-à-dire que personne n'est prêt. Au PS, on n'a pas l'impression que la refondation, justement, que ces questions programmatiques soient véritablement à l'ordre du jour. Ça va venir vite 2027. L'essentiel. C'est crucial. Et en fait, on est dans un tel système politique depuis... En fait, quasiment depuis 2017, parce qu'en 2022, on a eu une élection présidentielle où les enjeux politiques ont été quasiment confisqués par la campagne d'Emmanuel Macron qui faisait peser avec la guerre en Ukraine, etc., une sorte de chape en fait sur tout ce qui pouvait être discuté. Il y avait pas de débat sur le programme. D'ailleurs, d'où... Il n'y avait ni programme ni campagne. Exactement. Et d'où d'ailleurs ce que j'appelle le malentendu, en tout cas macroniste sur la réforme des retraites, parce que Emmanuel Macron a considéré que les Français, en les lisant, avaient validé ça, alors qu'il n'y avait pas eu de présentation. Enfin, c'était pas du tout un blanc-seing justement pour ces réformes. Donc, et les seuls à mettre un peu de politique, les seuls à défendre, et d'ailleurs à parler de tous les sujets et de tout, je dirais, le spectre politique, y compris les questions économiques qui sont bien trop souvent reléguées comme si finalement c'était plus de la politique, c'était les marchés, c'était quelque chose de très vague où on devait absolument réduire la dette et point. Effectivement, la France Insoumise, alors même si la France Insoumise maintenant veut quand même réduire la dette, ils ne sont pas d'accord sur les moyens, mais en tout cas, voilà, qui fait rentrer toutes les dimensions dans le champ politique et qui en fait un vrai objet pour que les gens s'en saisissent. Et pareil, d'ailleurs, les stratégies électorales de la France Insoumise, c'est aussi d'aller chercher des abstentionnistes, c'est aussi d'aller chercher justement des gens qui ne votaient pas pour crever ce fameux plafond de verre des 400 000 voix qu'il manquait en 2022, des 600 000 voix qu'il manquait en 2017. Donc ça, c'est pas... Enfin, je pense qu'il faut bien que les auditeurs du Twitch comprennent. On n'est pas. Enfin, on analyse un objet politique, la France Insoumise, qui est effectivement très singulier, qui est quelque chose d'assez unique en fait dans le paysage politique de ces dernières années, et qui est probablement l'aventure politique aussi, qui
qui est des plus surprenantes. Alors, évidemment, il y a aussi ce truc, je trouve, quand même, chez les électeurs LFI et chez les militants, qui est de ne pas pouvoir tolérer une seule critique qui viendrait aussi de médias de gauche. C'est particulièrement sensible vis-à-vis de Mediapart. À chaque fois qu'il y a une enquête, à chaque fois que Mediapart parle de la France insoumise, ils sont systématiquement accusés de jouer contre leur camp, de torpiller. Donc il y a vraiment cet esprit de clan qui est très fort et qui est très fort aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a tout d'un coup cette libération de la parole, ce que tu décrivais, des gens qui ont hésité à témoigner dans ce livre, parce qu'il y a une violence aussi sur les réseaux sociaux qui a été particulièrement utilisée, théorisée au sein de la France insoumise. Il y en a d'autres, des trolls politiques sur Twitter, enfin sur X, c'est pas l'apanage seulement de la France insoumise, mais la France insoumise a été très en avance là-dessus, sur cette mobilisation, sur ces effets de groupe, sur le fait de réagir parce que attaquer, parce que ce syndrome, encore une fois, de la citadelle assiégée, de développer une grosse force de frappe pour pouvoir justement riposter. Avoir une vraie cellule riposte et pas justement de façon un peu lamentable comme on le voit des fois dans d'autres parties où on voit bien que c'est des éléments de langage copier-coller et que ça n'a pas du tout la même portée. Pose le chat, parce que là c'est vraiment c'est le jour. Mais oui, mais c'est le bonjour. Enfin, je suis très heureux de vous lire. Je me moque pas de vous dans le chat, mais vous suscitez chez moi des réactions qui sont très diverses. Donc voilà. Roger Soleil qui nous dit: dites-moi, pour le prochain plateau, vous permettrez à LFI de faire du contradictoire. Vous restez juste dans votre propagande macrono-le peniste. Roger Soleil, Roger Soleil, si tu nous as vraiment écouté, je suis désolé, ou justifie ton propos, ou sors, ou dis-le d'une autre manière, mais tu n'as pas pu nous écouter et écrire ce que tu viens d'écrire. Moi, je suis ouvert à la critique, mais il faut un peu l'argumenter quand même, s'il vous plaît. On fait l'effort, nous quatre, de le faire. Faites-le, et vous êtes pas mal dans le chat à le faire. Et voilà. Et je suis très content de vous lire. Restez avec nous, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'être un peu agacé, mais s'il vous plaît, lisez-nous et écoutez-nous. Jag, tu dis: comprenez que ça met des gens en colère ce que vous faites. Vous, les journalistes, vous avez un pouvoir, une responsabilité immense dans la société française. Ben oui, justement. C'est pour ça qu'on parle du fonctionnement d'un parti, d'un fonctionnement qui, à certains égards, se révèle toxique. Ce n'est pas dire que LFI, c'est bien ou c'est mal, que Jean-Luc Mélenchon est une bonne ou une mauvaise personne. On décrit quelque chose qui a été constaté avec des sources qui ont été recroisées. Voilà. Et puis, Flouki apprécie beaucoup cette émission. Et ce que disent les invités, merci Flouki. Je pense qu'on... Heureusement qu'il y a Flouki. Heureusement qu'il y a Flouki. Heureusement, merci Flouki. C'est chaud au cœur parce que... C'est aussi une critique. Les réactions sont intéressantes. Ils sont un peu seuls, nous. Ça montre un peu l'effet qu'aura le bouquin. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire quel effet aura ce bouquin. Moi, je pense, mais c'est mon avis, que ça va resserrer les rangs. On l'a dit, que quand la meute est attaquée, elle resserre les rangs. Et c'est eux contre nous. Et il y a effectivement cette allergie à la contradiction, cette intolérance. Il y en a qui sont intolérants au gluten, et d'autres qui sont intolérants à la contradiction. C'est très frappant. Et je pense que Mélenchon y est pour beaucoup parce que, tu l'as dit, et c'est très, très intéressant, il reste fasciné par Mitterrand et par Jospin. C'est quelqu'un qui a grandi, qui a fait toute son expérience politique, qui a bâti son expérience politique dans la Mitterrandie et qui supportait pas qu'on critique le chef, qu'on critique Mitterrand, qu'on critique Jospin, y compris le tournant libéral. Vous retrouverez jamais une seule phrase critique de Mélenchon sur le tournant libéral. Enfin, quand des députés en interne comme Henrik Davy, qui est l'un des purgés, qui est un député marseillais, et c'est dans le bouquin d'ailleurs, lui dit écoute, moi je suis pas d'accord avec le bilan, enfin je suis assez négatif sur le bilan de Jospin et Mitterrand, il s'emporte, alors que Henrik Davy avait pu en parler en privé et il lui avait dit, l'échange était plutôt courtois, mais dès que c'est public, il a l'impression que l'autorité du chef est contestée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le bouquin relève le rapport de Mélenchon à la démocratie, qui est un rapport distant. On dit la démocratie est secondaire. Sa fascination pour Mitterrand et Jospin, ça explique aussi une partie de sa fascination pour les régimes autoritaires. Il y a un passage très intéressant sur la Chine notamment, parce qu'on a beaucoup parlé de la Russie, de la Syrie, ça c'est connu, du Venezuela. Parfois aussi avec des caricatures. Alors il y a des caricatures de chaque je parle pas dans le bouquin, mais voilà, de ramener à chaque fois Mélenchon au Venezuela, au régime autoritaire. C'est vrai que c'est des fois un peu la facilité, et c'est sûr qu'on peut comprendre aussi qu'il dit oui, mais c'est différent là. Ce que ça exerce, même son histoire avec le Venezuela, elle est plus complexe que Mélenchon a cette fascination pour les hommes forts ou pour les régimes autoritaires. Pardon, Mais si on doit revenir sur
la très longue période qu'a passé Jean-Luc Mélenchon au sein du Parti socialiste, dans le fond, il est resté près de 30 ans. Et il a toujours eu le sentiment d'être mal reconnu, mal apprécié, d'être pas considéré comme il estimait être sa juste valeur. Il répétait sans arrêt. Moi, quand on me demande de prendre la parole, c'est à la fin, au bout de tous les autres, et je n'ai plus que très peu de temps de parole, alors que d'autres qui sont beaucoup moins intelligents, vifs, alertes, cultivés que moi, ont des énormes temps de parole. Et je me demande si tout ça, ces 30 ans de frustration et n'ont pas nourri chez lui ou n'ont pas été à l'origine de ce caractère qu'il est en train de développer et qui lui nuira politiquement énormément. Parce que si Jean-Luc Mélenchon, et je rappelle qu'il n'est jamais arrivé au second tour, mais si Jean-Luc Mélenchon arrive un jour au second tour, ce qui moi me paraît très hypothétique dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel de LFI, mais admettons, mais au deuxième tour, il faut rassembler. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, rassembler, c'est pas son souci, c'est pas sa préoccupation. Donc en fait, ce qu'il se veut, c'est lui, au sein des siens, comme effectivement une citadelle assiégée, mais c'est tout. Je crois qu'il n'a pas l'intention de faire la moindre concession dans l'hypothétique désir d'arriver au pouvoir. Le pouvoir, c'est son pouvoir, c'est pas le pouvoir en général qui le tente. Et c'est dommage parce qu'il limite en cela, mais je pense que les jeux sont faits, mais il limite en cela son imagination politique et les résultats qu'il pourrait obtenir. C'est toute l'ambivalence entre être un excellent candidat de premier tour et être un bon candidat de second tour. Et je pense qu'il y a personne, effectivement, sur l'échiquier politique aujourd'hui qui a ce grand écart à ce point. Plus dernièrement, c'est-à-dire que on a l'impression quand même, plus on avance, et en particulier ces derniers mois, années, qu'il est de plus en plus impossible pour Jean-Luc Mélenchon de réaliser un peu le tour de magie qu'il espère, à savoir rafler le centre-gauche social-démocrate et pour le ramener avec lui, pour l'embarquer avec lui au second tour. Après, bon, faut pas non plus mésestimer effectivement l'atavisme quand même de l'électeur de gauche qui, au dernier moment, entre un match Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, pourrait y aller. Enfin, c'est très difficile je pense que les sondages sous-estiment quand même le poids de Mélenchon. Et d'ailleurs, dans ces seconds tours, on les a vus sur les derniers sondages. Il y avait d'ailleurs un grand nombre de personnes qui ne répondaient pas. Je crois 28% ou plus de 30% de gens qui refusaient, qui ne répondaient pas sur un second tour LFI, RN. Donc attention. Mais c'est vrai que sur la rancœur, et encore une fois, ça fait partie de l'histoire de Mélenchon. Il déteste Hollande et le PS aussi parce qu'il juge que Hollande l'a méprisé, lui a fait une crasse particulière lors du dernier congrès justement du PS, où selon la coutume qui veut que les résultats soient complètement truqués et que des textes d'orientation qui arrivent en dernier soient rehaussés pour l'honneur finalement et pour donner plus de poids en termes de répartition des postes au Congrès. Et Hollande ne l'a pas fait pour Jean-Luc Mélenchon. Et ça a été une rupture dans la tradition du PS, de ces petites magouilles de fin de congrès, et ça a été au détriment de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon ne l'a jamais pardonné à François Hollande. Mais on comprend à travers ça, et c'est pour ça que ce livre, il est intéressant, parce qu'il permet de voir aussi un cheminement, de voir la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'est construit en politique, et pourquoi il est aussi l'homme public et privé qu'il est aujourd'hui. De quelle obédience sont ces journalistes, nous demande Ruiz, mais ça ne te regarde pas du tout. Cristal qui répond à Schnoop, qui dit Schnoop, est-ce que tu seras avec nous pour la deuxième partie, rappeler la loi de 1905 avec toute cette overdose de pape. On parlera après effectivement de l'opportunité ou pas de parler du pape. C'est une vraie question dans les médias, mais on en parlera dans 20 minutes avec nos autres invités sur un plateau consacré justement au conclave et au pape. Le chat a défilé. Alors je ne sais plus qui avait posé la question. Un viewer demandait voilà un militant insoumis qui aurait lu le livre. Est-ce qu'il aurait encore de bonnes raisons de rester à la France insoumise? Je pense que ça change rien pour lui. Ouais. Ça change rien pour lui. Ouais. Je pense qu'effectivement, les militants s'y reconnaissent. Ils savent que ça fonctionne comme ça. Mais il y a aussi un côté un peu, on lui passe tout. Il est tellement fort, c'est Jean-Luc, quoi. Il est fort, c'est sans doute le meilleur tribun de la classe politique. Enfin, moi, je vois pas de meilleur tribun. Il est talentueux, il est incontestablement talentueux. Donc, on lui passe tout, on sait qu'il est comme ça, mais on lui passe tout. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce que montre le bouquin, c'est qu'il y a vraiment un phénomène d'emprise, que Mélenchon, qui est très talentueux, arrive à embarquer ces jeunes et à les emmener avec lui.
Et une fois qu'ils sont lâchés, une fois que Mélenchon considère qu'ils n'ont plus aucune utilité pour lui, une fois que le micro est coupé, ils disent aux journalistes, on se rend compte qu'on a participé à ça, quoi. On a participé à ce phénomène de meute, un phénomène très sectaire avec un gourou, avec Sébastien Delogu, qui est son ancien chauffeur, qui dit « Mélenchon est Dieu, je suis son fils », et qui le dit très sérieusement. Donc il y a vraiment... Ce qui est un peu symptomatique de la politique. J'allais dire par rapport à oui, ça, mais alors c'est beaucoup vrai que plus chez les filles que dans d'autres je partis. trouve quand même quand on discute avec des gens qui se sont engagés dans des campagnes, qui ont fait campagne pour quelqu'un ou qui étaient directeurs de cabinet, même à différents échelons, ce côté fascination et quasiment emprise, c'est quelque chose, on le voit d'ailleurs même autour des cercles d'Emmanuel Macron, alors d'une autre manière, hein, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose. Et je pense que le PS de Mitterrand n'avait rien à envier, tu vois. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'il Il y a des même eu courants des internes. querelles extrêmement fortes au sein de la droite. Ouais. On a parlé indéfiniment des affrontements entre les uns ou les autres. Oui. C'est pas tout à fait ça, mais il me semble, moi, que effectivement, là où ceux qui sont actuellement aujourd'hui et qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois parler de leur purge, de la violence de Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il y a eu un numéro de complément d'enquête où on les voyait d'ailleurs les mêmes à visage découvert raconter ce qu'ils avaient subi. Eh bien, je dois dire que moi, je n'ai pas de pitié pour eux parce que ce qu'ils ont subi, ils l'ont laissé subir aux autres avant. Et ils étaient là parce que Raquel Garrido, Alexis Corbière, ils sont depuis 30 ans aux côtés de Mélenchon. Donc ça fait 30 ans, peut-être pas 30 ans, mais enfin disons des années, qu'ils voyaient avant ce qui se passait déjà. Et ils ont fermé les yeux, ils ont peut-être serré les dents. Et quand ça leur est arrivé, ils se sont dit, ah, c'est pas possible, ça nous arrive à nous. Mais ils sont tous co-responsables. Et donc même les jeunes qui aujourd'hui sont dans les bonnes grâces de Jean-Luc Mélenchon, qui adorent dire que Jean-Luc Mélenchon est formidable et qui le défendent bec et ongle, même ceux-là, un jour, il leur arrivera d'être purgés pour une raison ou une autre, parce qu'un jour, ils diront, attends, je pense que, je voudrais dire que, j'aimerais exprimer une opinion différente, et ils seront purgés, parce que plus ça va, plus Jean-Luc Mélenchon ne supporte pas la moindre contradiction. Donc même ceux-là qui aujourd'hui affichent un visage pur et dur, il leur arrivera d'être purgés, et ils s'apercevront qu'ils ont participé à cette entreprise collective de démolition d'une grande partie des leurs. Dans l'ouvrage, semble-t-il, c'est au moins ce que j'ai lu dans les bonnes feuilles, parce que je ne l'ai pas encore lu en entier. Vous l'avez lu, hein, tous les deux. Virginie, toi, tu as lu aussi les bonnes feuilles. Moi, j'ai lu des bonnes feuilles, mais je ne l'ai pas lu en entier, c'est pour ça que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Dans ce que j'ai lu, il y a quelques pages qui sont consacrées à Sophia Chikirou, qui semble au centre de ce système un peu toxique. Oui, en fait, elle se présente... Vous vouliez des ragots, on donne des ragots. Voilà, c'est le moment ragot. En fait, pourquoi Olivier Perrault et Charlotte Belaïch en parlent, c'est que c'est un couple politique. C'est un couple éminemment politique. C'est un couple tout court d'abord. C'est un couple tout court, mais c'est un couple politique. En gros, Sophia Chikirou gère le siège de LFI, fait des entretiens d'embauche, se présente à ses entretiens d'embauche comme la femme du chef. Et Mélenchon s'occupe de la ligne et gère le mouvement en général avec Manuel Bompard. Mais c'est très important de comprendre la place qu'elle a au sein du mouvement, parce que ça permet de comprendre comment elle traite certaines personnes, la peur qu'elle inspire, l'histoire dans Paris, quand aux législatives, elle devait être investie à la place de Daniel Simonet. Finalement, Daniel Simonet l'empêche et atterrit dans une autre circonscription proche où elle est parachutée et où ça se passe très mal avec les militants. Donc il y a vraiment un phénomène Chikirou qui est intéressant à LFI. Le personnage est très clivant, voire plus clivant, avec des propos clairement homophobes et antisémites. Et ça fait partie du mystère de la nébuleuse insoumise, mais on ne peut pas faire un bouquin sur LFI sans parler de Sophia Chikirou, impossible. Je trouve que même d'ailleurs, de façon générale, je pense que les médias ont été très pudiques pendant très longtemps sur la question de ce couple qui est effectivement, c'est pas seulement des couples en politique, finalement aussi haut. Il y en a peu. Je cherchais pendant que tu parlais d'autres exemples où un couple aurait cheminé comme ça. Alors à part effectivement Raquel Garrido et Alexis Corbière dans le même mouvement, mais où ils sont souvent associés. On dit souvent Garrido et Corbière ou Corbière et Garrido. Et c'est vrai que pour Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon... François Hollande et Ségolène Royal. J'allais dire ça. Ouais, alors, oui. C'est vrai. Ils ont cheminé longtemps et ils ont gravi beaucoup d'échelons. Et je pense qu'il y avait la même pudeur de ne pas les associer, de ne pas parler. Enfin, on est très français sur ça, je trouve. Il y a un côté... et c'est vrai que dans l'organisation du mouvement, on voit que c'est pas
le couple n'est pas sans conséquence sur la vie interne et sur ce qui se passe avec les uns et les autres. C'est pas quelque chose comme il se trouve que par ailleurs ils sont ensemble. Non, les choses sont étroitement liées, comme souvent d'ailleurs dans ces organisations, je dirais dans les partis politiques. Enfin, il y a beaucoup de gens, pas forcément tout en haut, mais je veux dire des gens qui se rencontrent, qui sont militants, qui militent ensemble. Je crois que ce qui a autorisé les auteurs à en parler aussi librement, c'est que nous, les journalistes, on le savait depuis des années et on nous avait dit c'est un sujet interdit. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas qu'on parle de sa vie privée. C'est absolument impossible. Vous faites mention de Sophie Chikirou comme étant la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous aurez un procès et on fera tous les moyens, on usera tous les moyens législatifs contre votre journal. Mais ce qui a autorisé les auteurs à en parler, c'est que quand ils ont commencé à parler aux uns ou aux autres et à comprendre comment ça se passait à l'intérieur du parti, ils ont compris que à l'intérieur, la vie interne du parti, Sophia Chikirou ne s'en cache pas du tout. Et elle dit qu'elle est la femme du chef et que parce qu'elle est la femme du chef, il faut lui obéir. Donc du coup, ça a déverrouillé complètement la communication et ils se sont dit, puisque c'est aussi libre comme ça à l'intérieur du parti, il n'y a pas de raison que nous, on ne le dise pas et on ne le raconte pas. Et ça, je pense que ça leur a donné une ouverture peut-être à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je ne suis pas sûre qu'ils pensaient que l'affaire était aussi publique à l'intérieur du parti. Le livre paraît à quoi on va dire 2 mois, peut-être 1 mois du congrès du PS. C'est quand le congrès du PS? C'est le 12 au 14 juin, je crois. C'est ça, donc on est à 1 mois du congrès du PS. Qu'est-ce que ça peut faire bouger des lignes? Je sais pas, les relations sont toujours très compliquées entre insoumis et socialistes. La nouveauté de ce congrès, entre guillemets, c'est qu'Olivier Faure a plus ou moins rompu avec LFI, mais en tout cas, il est plus sur une ligne unioniste, donc ça va jouer peut-être davantage sur les personnes que sur le congrès. Il reste en grande difficulté au PS. Il reste en grande difficulté parce qu'il a toujours le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais qui reste en très grande difficulté. Je ne sais pas si ça aura une influence majeure. L'actualité en chasse une autre. On va parler du pape dans quelques minutes. Donc on passe de Mélenchon au pape. Et puis dans une semaine, on parlera sans doute d'autres choses. Donc je ne suis pas sûr que ce bouquin, qui par ailleurs est excellent, aura une grande influence sur le congrès du PS. Je n'irai pas jusque-là. Je voulais dire un mot à notre ami qui nous demande quelle obédience nous sommes. Je voudrais lui rappeler une chose quand même, c'est qu'on est tous les 3 journalistes et quand on est journaliste, on essaye de mettre notre engagement personnel, politique, de côté et de raisonner comme des journalistes. Et qu'il faut qu'ils comprennent ça, notre ami, parce que c'est fondamental dans l'exercice de notre métier. Moi, j'ai travaillé dans des rédactions avec des journalistes avec lesquels j'étais plus ou moins amie, mais dont j'ignorais réellement les engagements politiques. Je ne savais pas pour qui ils votaient, mais on travaillait ensemble, même parfois sur les mêmes papiers, et ça ne posait aucun problème. Donc il faut bien qu'ils comprennent ça. Il n'y a pas des journalistes qui ont des obédiences politiques qu'ils mettent en avant et qui orientent tout leur raisonnement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Aurore. Je ne sais pas. Bien sûr. Mais c'est peut-être le moment de le rappeler. De toute façon, les commentaires dans le chat témoignent d'une incompréhension peut-être par rapport à ce qu'on propose ou ce qu'on est. Il y a un rejet clairement des journalistes en France qu'on déplore et qu'on peine certainement à expliquer ce qu'est notre métier. Je pense que par rapport à la France insoumise, on voit bien. Je dirais de façon générale, et je pense que là on n'est pas dans ça justement sur le Twitch, mais on voit bien des fois comment on a toujours une espèce de je dirais une sorte de j'aime pas le mot système, mais bon, on voit bien qu'il y a un côté on renvoie toujours la France insoumise à soit un parti presque fasciste, en tout cas toujours dans l'excès. On voit parfois comment les députés sont traités. En fait, ça me rappelle un petit peu, moi quand j'ai commencé ma carrière, je voyais beaucoup ça, en tout cas par des journalistes envers le Front National. À l'époque, il y avait quand même une infréquentabilité du Front National et un traitement qui était clairement plus dur du Front National par le système médiatique dans son ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, il y a eu un mouvement, mais je dirais politique, du centre, aussi des macronistes, qui a contribué à renvoyer dos à dos les deux extrêmes. Emmanuel Macron a été très moteur dans cette affaire. Et Emmanuel Macron a été complètement, effectivement, leader en se disant je vais diviser la gauche et je vais en faire partir une partie pour pouvoir... cette chose de dire, d'ailleurs, moi je trouve que l'expression extrême gauche, je l'emploie jamais en parlant de la France insoumise, je dis la gauche radicale parce que je vois pas ce qu'ils ont
historiquement, justement, d'extrême gauche. C'est un parti qui veut arriver au pouvoir par les urnes, qui est parlementaire. Alors effectivement, avec une radicalité qui n'est pas celle des autres composantes de la gauche, mais c'est pas l'extrême gauche. Et effectivement, on voit bien qu'avec ce mouvement tendant à repousser, à faire ce fameux, on a disserté tout l'été sur l'arc républicain, justement le front républicain, qui n'était pas l'arc républicain, puisque l'arc républicain était cet arc qui allait de la droite républicaine à ce qui était considéré, sans le dire, comme la gauche républicaine, et donc dont LFI n'aurait pas fait partie. Pourquoi ? Ça contribue évidemment à une radicalisation évidemment des électeurs de la France insoumise qui se disent mais comment ça on nous exclut, et ce sont les médias qui ont une part. Et ça, je pense que c'est une analyse qu'on peut faire, en tout cas qui fonctionne dans certains cas, quoi. Je la partage pas tout à fait, et j'ajouterais une nuance, pour pas dire pas du tout, mais j'ajouterais un point important, c'est que en fait cette posture profite à LFI. C'est-à-dire que la posture anti-système... même qu'elle a profité au Rassemblement national pendant des années. Ouais, ils sont très contents de... Mélenchon théorise depuis des années, à la fin, ça sera eux contre nous. Donc Mélenchon est très content qu'on dise l'extrême gauche contre l'extrême droite. Et d'ailleurs, dans le bouquin, il dit, peut-être que je ne gagnerai pas, mais je me vois comme un héros. Il se voit comme celui qui aura combattu face à l'extrême droite jusqu'au bout. Alors, je ne parlais pas de Mélenchon. Pour le coup, je parlais des électeurs, de comment se sentaient les électeurs de la France insoumise. Pas justement le personnel politique. Ils peuvent se sentir effectivement ostracisés, mais Mélenchon fait tout aussi pour s'ostraciser. Donc c'est un peu logique que les électeurs se sentent eux-mêmes ostracisés. 17h56, 45 secondes, il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Est-ce que LFI, c'est possible sans Jean-Luc Mélenchon ? Non. Est-ce que si Jean-Luc Mélenchon demain... Non, pour une raison simple, c'est que, on l'a dit, c'est un mouvement qui a été créé pour lui, par lui, pour lui. Et c'est un mouvement qui ne survivra pas pour une raison simple, c'est qu'on l'a dit, il y a eu des purges successives, et à chaque fois, les gens se sont étonnés, on fait les vierges effarouchées, alors qu'ils ont contribué à ces purges, et au bout d'un moment... Ou assisté, à défaut de contribuer, ils ont assisté. Les bourreaux sont devenus les victimes, et Mélenchon reproduit un schéma classique qui est de purger la génération quarantenaire, cinquantenaire, qui pourrait oser contester son leadership, qui pourrait être les successeurs de Mélenchon et donc incarner la France insoumise demain, qui sont François Ruffin, Clémentine Autain et d'autres, et fait monter des jeunes qui n'ont absolument aucune chance de lui succéder. On ne voit pas Louis Bayard se présenter à la présidentielle dans 2 ans. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vois pas comment LFI pourrait survivre à la disparition. Disons que la singularité de Mélenchon, son talent qui est réel, ses qualités qui sont très fortes, ne me semble pas trouver d'équivalent au sein de la France insoumise. Non. Donc une fois qu'il sera plus là, il n'y aura personne pour le ressembler. Il est vraiment une personnalité très à part du monde politique, mais très à part depuis très longtemps. Et c'est grâce à cette personnalité qui est à la fois atypique, excessive, parfois un peu folle et dingue, qu'il a fait le parcours qu'il a fait. Moi, je vois à la fois, je suis tout à fait d'accord, on ne voit pas aujourd'hui qui peut succéder à Jean-Luc Mélenchon. Néanmoins, je ne vois pas la France insoumise s'éteindre, justement. J'en parlais au début de cette émission, mais je pense que les municipales vont être très importantes à cet égard, parce que effectivement, pour structurer un mouvement, pour l'ancrer, il y a cette nécessité d'un ancrage territorial, peut-être de conquérir des villes, et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe notamment dans la couronne parisienne, ce qui était autrefois la banlieue rouge, aujourd'hui qui a été aussi grignotée par la droite, donc c'est cette banlieue communiste, et qui a été grignotée par la droite et le centre, qui pourrait basculer justement à être une couronne insoumise, voir les personnalités que ça pourrait permettre aussi de faire émerger. Et c'est quand même à ce titre très révélateur de voir qu'en 2020, ça n'intéressait absolument pas la France insoumise, les élections municipales. Et là, au contraire, c'est vraiment devenu quelque chose de très important aussi pour tester cette fameuse bascule du second tour. Est-ce que ils peuvent susciter une adhésion au-delà de leur socle, justement. Est-ce qu'ils peuvent encore pouvoir prétendre faire ce pari de rassembler la gauche pour... Ce sera un test pour 2027. Et ce sera vraiment un test pour 2027, et même d'ailleurs pour la survie aussi du mouvement. Après Jean-Luc Mélenchon, je veux dire. 17h59, 40 secondes. Virginie Leguet, le mot de la fin ou le mot de la suite ? Eh bien, moi, je ne pourrais que dire à nos amis de regarder ce livre et de se faire leur propre idée eux-mêmes pour savoir ce qu'ils en pensent.
Dans toutes vos bonnes et mauvaises librairies, et c'est paru chez Flammarion. Et je n'ai aucun. Et tu n'as pas d'action chez Flamme. Je n'ai pas d'action chez Flammarion, je ne défends rien. Je dis simplement que pour se faire une propre idée, il faut lire les choses et se faire et aller voir soi-même. On peut aussi lire l'excellent papier de Sébastien Schnegans dans Le Point. C'est gentil. Je dirais pas mieux, il faut lire le bouquin pour s'en faire une idée. On peut lire aussi Marianne. Oui, mais Marianne, qu'on a à la une de Marianne, il faut tout lire. Mais moi, je pense que voilà, justement, on a enquêté. En fait, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on va pouvoir, on s'est plongé justement. Alors, je sais pas si les gens voient, mais sur la machine de guerre LFI avec une carte de France des villes. Justement, c'est municipal que la France insoumise pourrait conquérir. Et donc, c'est une étude qu'on a fait avec Cluster 17, justement, où on a analysé eh bien, les cibles potentielles de la France insoumise avec justement les clusters qui ont voté pour la France insoumise. Et le meilleur test pour ça, qui était passé complètement inaperçu, c'était les élections européennes, où on voit que la France insoumise était très forte, était dans certaines métropoles. Et comme ça, on a enchaîné juste derrière avec les législatives après la dissolution. On n'a pas vraiment analysé ce moment, mais qui était aussi très important pour la France insoumise. Et d'ailleurs, la purge s'est passée juste après, et ça n'a rien changé. La purge n'a rien changé au vote insoumis. Les députés qui ont été réélus même avec des fois plus de voix qu'en 2002. Donc je pense que en 2022, pardon. 18h, 1 seconde. Non, 1 minute et 15 secondes. Merci les amis, merci pour vos lumières. Bonsoir je vous fiche dehors, je vous remets entre les mains de Camille Rio. Et puis très vite pour reparler de politique, de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, et puis et du complexe bobo, militaro, journalistico, bourgeois dont vous nous avez afflué. Roger Soleil, j'ai bien lu que tu avais mis On vous retrouve quand chez Frontières. Si tu le mets une troisième fois, je vais demander au modérateur de te sortir parce que c'est une accusation que j'ai pas du tout envie de continuer à entretenir. Voilà, bref. 18h02, 30 secondes. On quitte les intrigues qui président aux destinées contrariées de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon et on file à Rome où se jouent d'autres intrigues qui président à d'autres destinées, puisqu'à Rome se tient depuis maintenant, je pense, une petite heure le conclave, c'est-à-dire la réunion à huis clos des 133 cardinaux électeurs pour élire le successeur du pape François. Le compte à rebours s'est enclenché donc tout à l'heure. Je crois que c'était un petit peu avant 17h 16h30. 16h30. Et il est rare qu'ils soient en retard. Voilà. Avec l'entrée en procession des cardinaux dans une chapelle Sixtine isolée du reste du monde. À l'intérieur, pas de téléphone portable, des systèmes de brouillage. Entre les murs de la cité du Vatican, on a coupé les télécommunications. Et dehors, le commun des mortels, dont nous sommes, scrute la cheminée de la chapelle Sixtine qui va indiquer en fonction de la couleur de sa fumée l'issue des scrutins. Si elle est blanche, une majorité des voix a permis d'élire un pape. Si elle est noire, il faut revoter. Ça peut prendre du temps. Il est 18h, donc on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir Paul Zelic. Bonsoir. Vous êtes présidente de la conférence catholique des baptisés francophones. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un groupe, c'est le groupement, l'association de personnes qui appartiennent à l'aile des catholiques d'ouverture. Et c'est déjà une ancienne structure qui a été fondée en 2009 et dont je suis présidente depuis 2019. Oui, voilà, c'est ça. Bonsoir madame, bienvenue. Merci. À vos côtés, en face de moi, Olivier Bobineau. Bonsoir. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes professeur à Sciences Po. Et en face de moi, Jean-Louis Schlegel, vous êtes sociologue des religions, philosophe, traducteur et éditeur au Seuil. Voilà. J'ai tout bon, tout Vous avez tout bon, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Bon, on a encore 55 minutes à passer ensemble, mais vous allez voir, ça va passer très très vite. Dans le chat, vous restez avec nous, donc on va parler donc du conclave, voilà, de ce qui pourrait faire un bon pape ou un mauvais pape, je sais pas. On va en parler pendant 55 minutes. Je me permets une pause, donc on interagit avec un chat. On parlait de la France insoumise, qui est un débat qui est très clivant parmi nos viewers. Donc là, je vois que ça s'est un petit peu apaisé, c'est bien. Voilà. Quand vous avez quelque chose de désagréable à nous dire, dites-le, mais argumentez-le quand même. Et oui, même toi, Roger Soleil, n'était pas très d'accord, pas très copain avec nous pendant 1 heure. Et même toi, tu as le droit de rester, bien sûr. Les portes de la chapelle Sixtine se sont refermées sur les 133 cardinaux électeurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui commence ? Bon courage d'abord. Je crois qu'ils vont probablement faire un premier tour de vote, si j'ai bien compris, très rapidement, puisqu'ils considèrent que les discussions ont eu lieu. Alors il y a quand même un problème très simple. Ils peuvent encore un peu discuter, évidemment, maintenant. Après tout, ils prennent le café, ils ont quelques récréations. Mais disons, il y a un problème cette fois-ci, c'est le nombre de cardinaux qui, a priori, ne se connaissent pas. Il y en a pas mal pour qui c'est la première fois, je crois, c'est ça ? Alors, oui, mais que ce soit la première fois, ça va encore. Mais comme ils n'étaient pas connus du tout avant comme évêques, puisque François les a choisis aux 4 coins du monde, finalement, et alors,
personnes, bon, évidemment, si on faisait une enquête sur comment ils se sont comportés dans leur évêché respectif et tout ça, on aurait peut-être des renseignements, mais on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà, ils vont être eux-mêmes, à mon avis, dans l'inconnu, parce que voilà, c'est une nouveauté dans laquelle se trouve ce conclave-là. Olivier Bobine. Oui, une nouveauté d'autant plus que, comme le disait Jean-Louis, 80% d'entre eux ne se connaissent pas et ont été nommés par le pape François, d'une part, et d'autre part, parmi eux, il y en a donc 117 qui vont découvrir ce que c'est qu'un conclave. Et découvrir ce que c'est qu'un conclave, ce n'est pas rien, vu les enjeux spirituels, politiques et philosophiques sur lesquels nous pourrons revenir. Alors moi, je dirais Paul que pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà découvert des choses assez importantes au cours des fameuses congrégations. Ce sont ces temps de préparation. Certains avec évidemment cette réalité, c'est que l'Église, évidemment, on peut parler de l'aspect spirituel de l'Église. Il n'empêche que dans ce conclave se joue ce qui se joue à chaque conclave. Il y a des enjeux stratégiques, il y a des enjeux politiques, il y a des courants. Et en même temps, le temps des congrégations, c'est un temps au cours duquel chacun prend un peu la parole. Et ce qui va être probablement déterminant au cours du conclave, ça va être ce qui, comment dirais-je, ceux qui risquent d'attirer l'attention, ce sont ceux qui auront une parole qui sera le plus incarnée possible et probablement avec des lignes de dynamique. Parce qu'en fait, au fond, en dernière instance, celui qui va être nommé sera notamment un pasteur et pour l'Église universelle. Donc ça, c'est un facteur assez important. Voilà. À savoir aussi, c'est que la première fumée qui sortira ce soir, que nous verrons ce soir aux environs de 19h, sonnera au fond le moment où toutes les personnes qui siègent vont avoir un peu une idée des forces en présence. Et ça va aussi déterminer la suite. Voilà. Dans le chat, il y a déjà des questions. Il y a Flouquier notamment qui dit est-ce que le pape François a nommé des archevêques? Alors je pense qu'il voulait dire des cardinaux. Vous pouvez peut-être expliquer la différence entre un archevêque et un cardinal. Est-ce que François a nommé donc plutôt des cardinaux pour avoir des successeurs qui lui ressemblent? Personnellement, je ne le pense pas. Alors on est bien d'accord, hein, c'est oui. François qui nomme des archevêques et cardinal, ce n'est pas pareil. On peut être archevêque et cardinal par ailleurs. Oui, il n'y a aucun obstacle. Il y a une différence de. Il y a une fonction. En général, les évêques ou archevêques deviennent cardinaux, sont nommés par le pape directement. Oui. Alors moi, je ne pense pas trop. Moi, je pense que le souci de François était vraiment d'élargir les frontières de l'Église. C'était un peu ça. Parce qu'avant, il faut le savoir, il y avait des villes, si vous étiez archevêque de Milan, vous étiez sûr de devenir cardinal. Si vous étiez archevêque de Paris, vous étiez sûr de devenir cardinal. Alors ça avait quand même de l'intérêt, parce qu'au fond, on le voyait agir pendant un certain temps, et même pendant un temps certain, et donc on pouvait éventuellement avoir une idée de ses options. Alors c'est exactement ce qui manque aujourd'hui. Mais moi, je crois qu'il a son premier souci à François, enfin, c'est comme ça que je le perçois, c'était les périphéries, hein, les régions existentielles où l'Église n'est pas présente, les géographies où elle n'est pas. Il avait vraiment ce souci. Et au fond, c'est ce qu'il a réussi à faire en 12 ans de pontificat. Et pour revenir quand même sur cette distinction qui peut intéresser ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent, c'est qu'un évêque, ça vient d'un vieux terme grec et latin qui veut dire veiller sur, et ça donnera le terme surveillant. Et donc un évêque, c'est un veillant sur, un surveillant. Le terme apparaît vers 250 avec un monsieur qui s'appelle Ignace d'Antioche, un grand théologien. Et veillant sur, c'est sur un territoire qu'on appelle un diocèse, qui veut dire, en gros, en grec, un séjour provisoire en attendant le salut. Et à ce moment-là, il va y avoir des diocèses qui vont se rassembler dans une région, comme en France, les circonscriptions, et là, ça sera un archevêque. Et le cardinal, en revanche, qui vient d'un mot qui veut dire orientation,
mais aussi qui va donner le terme gond d'une porte, c'est-à-dire sur lesquels la porte du salut repose. C'est un titre d'honneur. Et on dit à ce titre qu'ils sont créés par l'évêque de Rome, le surveillant du peuple à Rome. Donc ça, c'est un point important. Et pour On revenir est sur... créé cardinal. Voilà, on est créé cardinal, et ce n'est pas rien, parce que ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des cardinaux qui ne sont pas nécessairement prêtres. Par exemple, le cardinal Yves Congar, très grand spécialiste de l'histoire et de l'élaboration de l'Église dans le temps, eh bien, n'était pas en tant que tel un prêtre, mais un frère. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il obéissait dans une congrégation à une règle. Voilà. Et alors, ce qui est important aussi, Il faut tout de même appartenir à une congrégation. Il ne pourrait pas y avoir un cardinal chef d'entreprise, par exemple. Même il pourrait y avoir, parce que de fait, faut le savoir, d'un point de vue de droit canon. C'est-à-dire un laïc. Il peut y avoir un laïc qui soit élu pape, mais avant, il doit être nommé prêtre, puis ensuite évêque. Mais il y a un processus d'accélération. Par exemple, au XIVe siècle, il va y avoir comme cela quelqu'un qu'on n'attendait pas. Eh bien, on va accélérer l'ordination, c'est-à-dire le fait de passer par un sacrement, un signe qui vient de Dieu, pour lui faire changer de statut, pour lui faire gagner en grade, en quelque sorte. Et juste pour revenir sur ce que disait aussi Jean-Louis, qui est très important, me semble-t-il, dans les facteurs qui ont déjà été évoqués, il y a un facteur géographique qui est essentiel. Le facteur géographique, ça veut dire que d'abord, il est hémisphérique. Est-ce que c'est le nord ou le sud? Et ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'il est asiatique? Est-ce qu'il est sud-américain? Ou il est européen, nord-américain? Premier facteur géographique. Et il y en a un second, c'est continental. Il est européen ou il est africain. Et là, ça change encore. Et puis, il y a un troisième facteur, peut-être pour ceux qui nous suivent, c'est important. C'est un facteur qu'on appelle plutôt ad extra. J'emploie un gros mot latin qui était employé par le cardinal Suenens, qui est un grand cardinal belge. Une fois tous les 12 ans, on peut parler un peu latin. Un peu latin, oui, ça fait pas de bien. Non, ça fait pas de mal. Donc ça fait pas de mal, donc on ne le perd pas, le latin. C'est mauvais, mon fils va me tuer quand il va écouter. Alors, non, ce qui est important, c'est que Suenens nous fait comprendre que dans la logique des choix des papes, il y a ad intra, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'Église. Donc là, c'est le critère politique. Et l'ad extra, c'est le critère un peu mondial, un peu géopolitique. Et il me semble que dans le facteur politique, ad intra, il y a en effet deux camps. Il y a un camp plutôt conservateur, sur lequel j'imagine tous les trois on va pouvoir revenir. Et puis il y a un camp dans lequel, je crois qu'il a peu de chance, pour tout vous dire, c'est le camp dit progressiste, vu le contexte aujourd'hui mondial, où dans les études en sciences politiques que je peux réaliser, les gens et le retour de l'extrême droite ont besoin d'une façon de voir une autorité, et on y reviendra peut-être, que j'appellerais volontiers autoritaire. Je crois que ce n'est pas forcément la porte et la main tendue envers les cardinaux, futurs évêques de Rome, progressistes. Alors moi, j'aurais une petite objection à ce que vous dites, mais ça n'est pas une objection, ça ne conteste pas du tout la validité de ce que vous dites. Sauf que il me semble que si on pense en ces termes, on nie la question de l'universalité de l'Église. Et l'universalité de l'Église, c'est vraiment quelque chose qui s'oppose radicalement au concept nationaliste. Et donc, si le pape doit être le pape de tous, il ne peut pas être le pape de telle ou telle nation, de tel ou tel, pays. C'est ce que vous disiez, Olivier Bobillon? Alors, moi, je non, parle on ne disait pas tout à fait la même. Voilà, on se plutôt complète. par rapport à la modernité. Voilà. Par rapport à la modernité, je pense qu'on aura malheureusement un pape qui sera plutôt réticent sur ce qu'on appelle la révolution anthropologique individualiste, c'est-à-dire le sujet s'autodétermine, en aucun cas. La place des femmes, eh bien, ça ne va pas changer. Et la place de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on vient d'un principe papal dans le synode de 495, à l'époque un pape qui s'appelle Gélase, et c'est la hiérarchie, c'est le pouvoir sacré. Et il faudra attendre 1414, 1418, le concile de Constance, pour avoir un peu de... Allez, on va mettre un petit peu d'horizontal et d'égalité, mais il n'y aura qu'un concile qui s'appellera comme ça, c'est le concile de Constance, 1414-1418. Je sais qu'il y a un camp qu'on appelle le camp synodal, cheminer ensemble en grec, mais je n'y crois pas trop. Paul, pardonnez-moi, je vous ai coupé la parole de manière fort inélégante. Pardon. Mais non, pas du tout. Vous êtes adorable. Alors, cheminons jusqu'à 19h touchante. Il est tout rouge, c'est bien. Oh. Alors, ce que je pourrais dire en complément, c'est je voudrais aller un petit peu plus loin et je voudrais contextualiser.
Imaginez un pape qui soit chinois. Imaginez un pape nord-américain trumpiste. Ou comment est-ce que vous imaginez que l'Église universelle puisse se positionner comme universelle de cette matière-là? Du coup, ça nous demande, et y compris chez les conservateurs, ils sont contraints, parce que les conservateurs d'ailleurs ne sont pas forcément d'abord des nationalistes, ce qu'il faut bien savoir, parce qu'on peut être conservateur simplement parce qu'on est extrêmement attentif à ne pas bouger, enfin, à bouger le moins de choses possible en termes de doctrine, etc., et ne pas l'être sur d'autres plans. Mais il me semble que c'est les évêques qui vont se réunir en conclave ont juste précisément cette nouveauté à laquelle il leur faut réfléchir de manière forte. Et du coup, selon la typologie du pape qui sera choisi, nous saurons de quel côté forcément le bateau aura penché. Sachant que quel que soit le penchant de ce pape, il faudra bien qu'il s'arrange avec l'Église universelle et qu'il en soit quelque part le chef légitime. Voilà. Oui, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, ils peuvent se poser la question, mais comment est-on sorti du pontificat de François? Tout à fait. Et alors, par exemple, ça a été dit partout, c'est un pontificat quand même qui a créé de fortes divisions. Alors, s'ils sont préoccupés d'unité, ils peuvent éventuellement choisir quelqu'un dont ils pensent qu'il a un esprit unitaire, rassembleur, etc. Donc ils risquent ils risquent, enfin, je ne sais pas s'ils risquent, ils peuvent vouloir élire un modéré, centriste, enfin, pour employer les mots du langage politique, mais on n'en a pas tellement d'autres. Il y a aussi ce souci-là, quoi. Hein. Puis d'autre part, moi, je pense que... je me souviens que... Après les conclaves, bon, alors en principe, tout est secret, on ne doit aucun écho, puis il en sort quand même à peine des échos. d'excommunication. Oui, voilà, il en sort toujours des échos. Hein. Il y a toujours un qui trahit quelque chose. Et personne n'est excommunié. Voilà. Et donc, je me souviens que pour François, on avait quand même lu assez rapidement après que il a saisi, enfin disons les autres ont été saisis par les deux mots, donc les périphéries et que l'Église sorte de l'autoréférence, c'est-à-dire qu'elle sorte un peu des citations d'elle-même. Quand vous lisez des textes de l'Église, il y a toujours des citations des papes précédents, il n'y a rien de la culture, etc. Et François, il a vraiment eu ce souci-là et ça a frappé son auditoire. Ils ont tout à coup compris que... Moi, je pense qu'ils ont compris quelque part, parce qu'il était adulé jusque-là, que Benoît XVI, malgré peut-être beaucoup de qualités intellectuelles qu'on lui a attribuées à juste titre, il enfonçait l'Église dans son entre-soi. Et donc, il fallait en sortir. Et ça lui a valu l'élection. Moi, je pense que ça peut jouer aussi, c'est-à-dire, si on a l'un ou l'autre qui prononce une parole un peu forte, oui, ça peut éclairer les autres. Bien sûr. Et là, à propos de l'entre-soi, moi, j'ajouterais quelque chose, c'est que c'est antinomique avec ce que l'Église universelle revendique, puisqu'elle revendique une annonce qui est ouverte à tous. Bon, voilà, l'annonce de la vie, de la mort et de la résurrection salvatrice de Jésus. Donc, quand on reste entre soi, on ne peut pas imaginer aller très loin de ce côté-là. Maintenant, je voudrais revenir sur la question de l'unité. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la récurrence de ces appels à l'unité. Et puis, comme j'ai un esprit un peu taquin, je me suis dit, tiens, ils en parlent tellement que ça doit être un problème. Je dirais que c'est un peu comme parler de la charité dans une banque. Voilà. Et du coup, en fait, tout ça, ça cache des luttes de pouvoir absolument énormes, en réalité. Et sans aller même vers des choses absolument extraordinaires, il suffit de voir ce qui s'est passé les quelques fois où le pape a eu une parole pastorale un peu forte, qui n'allait en rien contre le dogme d'ailleurs, ni contre la doctrine. Quand il s'est agi d'accorder une bénédiction, par exemple, pour les couples homosexuels, il y a des évêques qui se sont... Une toute petite bénédiction. Oui, une petite bénédiction. Voilà, on pourrait presque dire une bénédiction de rien du tout, puisque, en fait, mais ça reste une bénédiction, et humainement, enfin, si on ne rentre pas dans des considérations partisanes, c'est la chose la plus... C'est un signe d'accueil, c'est d'accueil de la personne, voilà. Et qui est inédit par ailleurs. Bah, bien sûr. Mais la question, c'est que des évêques ont tranquillement pris la parole publiquement, soit pour s'y opposer, soit pour distordre le texte du pape pour dire
qu'il ne voulait pas dire ça. En particulier en France, on a eu ça avec les évêques de l'Ouest. Mais en même temps, quand les évêques font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent que leur propre pouvoir est parfaitement contestable. Donc ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Et le fait qu'il y ait quand même beaucoup moins de gens qui aillent dans les paroisses, beaucoup moins de gens qui aillent à la messe, beaucoup moins de personnes qui soient baptisées quand elles sont petites. On a effectivement 10 000 baptisés, mais on a des centaines de milliers de jeunes, d'enfants qui ne sont pas baptisés. Donc il faut quand même prendre en compte tout ça quand on veut comprendre comment le nouveau pape aura avancé. Et est-ce qu'il sera capable de donner justement des impulsions dynamiques à l'ensemble des évêques? Et ça suppose effectivement des adaptations continentales. Voilà. Ce sont quoi les grands dossiers qui attendront le prochain pape? Vous avez ouvert un tiroir, il y en a d'autres, il me semble. Ah oui. Large acquiescement oui, à la gauche de Paul Zelic. Olivier Bobineau. Oui, il me semble que le premier dossier, il va être géopolitique, diplomatique. C'est-à-dire que dans ce monde de guerre, à l'ère où les radicalités, et notamment après le confinement, les agressivités, à l'ère de la révolution numérique, y compris auquel participent de nombreux catholiques, mais aussi des évêques, des tweets, des messages envoyés avec une caisse de résonance, sachant que tout ceci s'éloigne de la communication. Karl Rahner, qui est un grand théologien allemand, en 1974, il fait un traité sur l'intercommunication et il dit, attention, il faut faire très très attention justement à cette dimension de la technique, de l'objet et à la rencontre des visages, pour reprendre aussi un grand philosophe français, Emmanuel Levinas. En tous les cas, la question va être à un moment donné de comment on fait la paix dans un monde de guerre, comment on rend inefficaces les armes. Et ça aussi, c'est dans une grande tradition, d'abord du christianisme et ensuite de l'Église catholique. Donc ça, c'est un premier élément, la paix. Le deuxième élément, deuxième gros dossier, me semble-t-il, c'est évidemment, on ne l'a pas évoqué, il y a le facteur politique, il y a le facteur diplomatique, mais il y a le facteur religieux. Comment faire avec l'islam? Au sein de l'Église et au sein des catholiques, ils sont loin d'être tous d'accord ô combien. D'abord, comment les catholiques connaissent l'islam? Quel texte? À quoi font-ils référence? Comment le pape François a fait très fort en allant rencontrer, en citant l'imam d'El-Azhar. Il a fait très 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 fort, et moi j'ai entendu, puisque je me suis occupé longtemps de ce dossier au Bureau central des cultes, au ministère de l'Intérieur, l'islam, et j'ai formé les imams de la République française à la laïcité et à la modernité, et je voyais bien comment le choc des ignorances favorisait le choc des émotions et le choc des radicalités. Je ne suis pas sûr que, et je le souhaite en tous les cas, que l'évêque de Rome fasse très attention, soit vigilant sur le traitement de son Église, dont il sera le chef suprême, le souverain pontife, pour aller vers quand même cette religion qui, dois-je le rappeler, y compris à certains catholiques, c'est pas ce qu'on a appris dans nos manuels. Esselem, ça veut pas dire soumission. Esselem, ça veut dire paix. Quand on dit Jérusalem, c'est la ville de la paix, c'est l'enseignement de la paix. Et salam alaikum, ça ne veut pas dire soumets-toi à moi, ça veut dire que la paix soit avec toi. Donc là, il y a un vrai enjeu avec la religion de la paix islam. Jean-Louis, je vous vois circonspect. Non, j'approuve, mais moi j'aurais... Non, disons, c'est vraiment des dossiers très lourds et très longs et très difficiles à traiter. Personnellement, je voudrais quand même dire tout simplement, il y aura peut-être d'abord un premier dossier qui reste complètement, qui pas complètement, il a commencé des choses, mais ça reste quand même inachevé. C'est la place des femmes dans l'Église. Tout à l'heure, on disait. Je pense que Paul a beaucoup à en dire. Est-ce qu'on peut choisir des laïcs? J'avais pensé ajouter, oui, on peut choisir. Il pourrait choisir un laïc chef d'entreprise, mais pas chef d'entreprise femme. Oui, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Voilà. Donc, alors. Enfin, si vous voulez, ça veut dire tout simplement, donc, dans l'Église catholique, la hiérarchie dépend de l'ordination, sacerdotale, d'abord diaconale, sacerdotale, épiscopale, etc. Eh bien, les femmes n'ont pas accès à ça. Alors, François a trouvé un subterfuge, au fond. Il les a nommés à des postes administratifs très, très hauts dans la curie. Elle dirige même un des dicastères. Oui, il paraît qu'on lui a quand même sacrément soufflé les noms. Il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de François. Oui.
Oui, non, mais bon, alors fallait qu'il les trouve aussi, hein. Il a cherché beaucoup de religieuses, hein, Ah, mais chez les laïcs, il aurait trouvé. Hein. bon, voilà. Je crois qu'il il a Vocation quand même ratée fait, de Paul Zelic. Non. il a quand même fait une nomination, me semble-t-il, du côté des finances au début, Oui, d'une jeune italienne, mais ça ne lui a pas réussi vraiment, je crois. Enfin, parce que mais c'était pas une bonne pioche. c'était pas une bonne- Alors bon, il y a ça. Il y a quand même malgré tout aussi le statut du prêtre, hein, parce que bon, alors le prêtre est forcément un homme célibataire. Enfin, on peut en discuter tant qu'on veut, mais le fait est que, en tout cas, ils sont dans une raréfaction absolument extraordinaire. Bien Alors, sûr. si on leur permettait, mettons, d'autoriser des prêtres mariés, ou éventuellement même des femmes prêtres, dans mon esprit, ça ne sauverait pas l'Église aujourd'hui, parce qu'il y a un problème avec... qui veut endosser aujourd'hui d'être, vous savez, disons, le serviteur d'une religion à temps plein, enfin des choses comme ça. C'est une vraie difficulté, je la sens un peu comme ça. Mais pour moi, si vous voulez autoriser le mariage des prêtres, autoriser des prêtres femmes, et puis réviser un petit peu la doctrine de la sexualité quand même, ça serait d'abord pour rétablir de la santé dans l'Église. Parce que moi, je trouve que l'Église est en mauvaise... Les gens d'Église, les catholiques, ne sont pas en bonne santé, déjà depuis plusieurs siècles, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas du côté de la doctrine sexuelle, quoi. Enfin, il faudrait vraiment réviser tout ça en termes, non pas de bien, de mal, enfin, mais réviser toute la relation humaine. Oui, revenir à la relation humaine d'abord, quand on parle de sexualité, d'amour, et non pas à une liste de péchés. Enfin bon, j'exagère un peu, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc là aussi, il y aurait un gros dossier. Sur la dernière question aussi, alors, la dernière question que je verrai, François fait des choses pour remédier aux abus. Mais enfin bon, là encore, d'abord, il a été un peu inconstant, il n'a pas été toujours très clair lui-même. Et puis, il faut quand même le dire. Écoutez, à la limite, on a fait un effort de lucidité, pour le coup, dans les nations européennes ou dans les nations un peu... Mais dans les territoires dits de mission, l'Afrique, l'Asie, etc., on n'a pas fait grand-chose, hein. Oui. Donc là, il y a encore beaucoup... je ne sais pas si c'est les écuries d'Augias qu'il faut nettoyer, mais enfin, il y a encore beaucoup à faire. C'est terrible là-bas. Et même s'agissant, je dirais... Pourquoi c'est terrible là-bas? D'abord parce qu'il y a je dirais une culture, quelque part une culture du silence qui est encore plus grande. Il y a non seulement des abus sur enfants, garçons et filles, mais il y a aussi des abus sur religieuses. Et ces abus là-bas sont une honte absolument inouïe. Et ça existe également bien sûr en Europe, aux États-Unis, partout. Il ne faut pas imaginer que c'est nulle part. Mais il y a aussi une autre question, si on regarde les choses, je dirais, sans vouloir accuser qui que ce soit, mais simplement avec un minimum de recul. Quand on compare les chiffres du rapport Sauvé, et quand on voit qu'en Italie, où il y a 4 ou 5 fois plus de prêtres qu'en France, au minimum, ils ne sont parvenus qu'à trouver 4500 abuseurs prêtres. Donc ça dit, je dirais, l'inefficacité du travail mis en place. Alors c'est volontaire, c'est pas involontaire, ça c'est pas à moi de juger, mais ce qui est clair, c'est que un des grands chantiers de l'Église maintenant, justement en lien avec cette histoire d'abus, que ce soit les abus sexuels, mais il y a aussi les abus financiers, il y a aussi d'autres abus, c'est la question de la séparation des pouvoirs et de la place de la loi. Et si ça n'est pas clair, ça n'est pas clairement posé, on ne pourra pas régler ces questions. Et attention, je ne suis pas du tout angélique, je ne fais pas partie de ces gens qui s'imaginent qu'une fois qu'on a dit ça et fait ça, on peut dire plus jamais ça. Le plus jamais ça n'existe pas. Les abus sur enfants existent depuis, je dirais que l'homme et la femme existent. Les abus, voilà. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment une société tout entière est alertée et active pour que ça n'arrive pas et que ce soit sanctionné. Et c'est ça qui va redonner, je dirais, le sentiment d'une Église saine, S-A-I-N-E, et une Église en qui on puisse avoir confiance. Parce que moi, je me mets à la place de tous ces gens que je rencontre, qui sont catholiques et ceux qui ne sont pas catholiques. Les discours qu'on entend des évêques, aussi sympathiques et gentils qu'ils soient, je veux dire, c'est pas le sujet. Comment ça peut résonner quand on a ça derrière la tête ?
Alors, c'est pas une nouveauté dans l'Église, sauf que maintenant, avec le rôle que jouent les médias, je dirais, même au fin fond de la forêt la plus profonde, on sait que c'est là. Donc voilà, il faut changer de braquet, vraiment, et il faut vraiment un pape qui ait envie de changer de braquet. Ça, c'est clair. Il y a deux dossiers. Pardonnez-moi, il y a deux dossiers. C'est l'émotion. Si vous voulez C'est sortir l'émotion. 30 secondes, Olivier, Oui. sortez. Hein. Non, non, c'est l'émotion. On est sur Twitch. Il y a tout va deux bien. dossiers qui ne vont pas bouger. Il y a deux dossiers qui sont invariables. L'anecdote vaut d'être citée. On est en 1214. Innocent III reçoit François d'Assise. Et à ce moment-là, Innocent III lui dit « Tu fais ce que tu veux, mais tu toucheras jamais à deux choses. Un, la hiérarchie, le pouvoir sacré, l'ordre. Il y a des supérieurs et des inférieurs, comme dit Marx en 1843 dans ses manuscrits parisiens. Et d'une part, et d'autre part, les femmes. Alors bon, il ira voir Cécile, François. Bon, ce qui est assez étonnant, c'est que François, le pape, décédé, eh bien, a pris ce nom, François d'Assise, mais que la révolution franciscaine, eh bien, il ne l'a pas menée jusqu'au bout. Et que finalement, et c'est une des thèses que je défends, c'est que la révolution et la réforme grégorienne l'emportera toujours. Un, on se méfie des femmes, surtout des relations sexuelles, avec des abus. Ça s'appelle le nicolaïsme durant la réforme grégorienne. Le pape Grégoire n'aura de cesse, le 6 mars en 1074, de pestiférer contre cela. D'une part, les laïcs et dont les femmes. Donc ça, c'est le pilier de la réforme grégorienne. Et ensuite, la hiérarchie, le pouvoir sacré, ça vient d'en haut. Ferme ta bouche. Le document conciliaire de Concile Vatican II, d'ailleurs, dit il y a une différence de nature entre les ministères ordonnés, tout à l'heure Jean-Louis les évoquait, les prêtres, les diacres, et après, les autres baptisés. Et ça, eh bien, voilà, ça sera comme ça. Ainsi soit-il, comme l'on dit parfois à la messe. Je voudrais ajouter à ça quelque chose qui a probablement qui a intéressé quand même beaucoup de gens pendant un bon moment, c'est le fameux chemin synodal allemand. Ils ont vraiment travaillé. Expliquez peut-être à ceux qui nous rejoignent, Voilà, qui ne sont pas forcément pratiquants ni catholiques, ce que c'est qu'un synode, peut-être déjà. Bien sûr. Tiens, tu peux en parler, toi, parce que toi, tu es Jean-Louis, tu es spécialiste des choses allemandes. Vas-y, grand traducteur de Luther. Après les. Pardon, j'ai un problème avec Mais les ils toussent tous, ces garçons, ce soir. Il n'y a que les filles qui toussent pas, mais c'est parce qu'elles ont... Sinon, disons, les Allemands aussi ont fait un gros travail sur les abus sexuels dans leur église. Ils en ont relevé évidemment beaucoup aussi. Mais du coup, ça les a tellement impressionnés, révoltés, qu'ils ont décidé de faire leur propre synode, c'est-à-dire leur propre démarche, pour essayer d'y remédier. Et du coup, ils ont mis en place un synode pour parler de ces questions, enfin, disons, des rapports hommes-femmes dans l'Église, du célibat des prêtres, de toutes ces questions un peu difficiles et bon, qu'il faudrait quand même, sur lesquelles il faudrait avancer. Or, alors ils ont mis en place une assemblée, je le dis simplement, qui avait une équivalence totale du nombre d'hommes et du nombre de femmes. Exactement. C'était tout à fait étonnant. Et placé l'un à côté de l'autre, de façon alphabétique, je crois. Oui, rentrait par ordre alphabétique. Un grand évêque pouvait se trouver, par exemple, à côté d'une femme, justement, et à voix égale pour avancer. J'ai toujours dit, c'est une chose qui aurait dû aller dans le sens de François. Or, il l'a rejeté de façon très forte, étonnante. Enfin, oui. Il aurait pu s'en servir comme levier pour dire, écoutez, c'est pas mal ce qu'ils font. Mais je sais pourquoi il a récusé. Si vous voulez, les Allemands, ils ont toujours en tête Luther. C'est-à-dire, ils sont en train de faire un schisme. Alors, toujours, très vite, la question est devenue, jusqu'où vont-ils aller dans leur réflexion sans quitter Rome, quoi. Alors, évidemment, avec ce genre de crainte, on ne peut pas avancer. Vous savez, il y a quand même pour un certain nombre de catholiques, il y a le mot réforme, ça leur donne des boutons, quoi. Ça les fait... c'est insupportable pour eux. Vous dites la moindre petite réforme, vous suggérez la moindre petite réformette. Luther, attends, tu es luthérien. Enfin, c'est insupportable.
Voilà, alors c'est une partie du problème, quoi. Moi, après ça, les protestants ont aussi leurs problèmes. Hein. Bien sûr. Ils ont aussi d'ailleurs aussi leurs abus. Hein. Enfin, je trouve ce qu'il faudrait penser, peut-être réfléchir Oui, l'Église plus. catholique n'a pas le monopole des abus sur les Non, non. enfants et sur les femmes. Non, ça, puis non. même, on voit bien d'autres institutions, beaucoup Oui. d'institutions. Moi, je trouve qu'il faudrait plutôt savoir, est-ce que malgré tout, dans le catholicisme, et notamment du temps où il y avait beaucoup d'internats, enfin, et de toute façon dans les religions, on a toujours beaucoup de rapports avec les enfants. Et notamment aussi beaucoup de rapports hommes-femmes qui sont mal réglés, quoi, qui sont pas. Exactement. Et je trouve il faudrait Ah bah, c'est la un réflexion, euphémisme. la réflexion devrait être celle-ci. C'est est-ce que malgré tout les structures religieuses et les structures catholiques en particulier ne sont pas favorables aux abus de ce genre? Là, Alors c'est un La grand ré- tiroir que Oui. vous ouvrez là. Oui. la réponse est positive hein, de mon côté. J'ajouterais C'est que structurel. la hiérarchie est tout à fait au courant, enfin, on a toujours su. Dans les écrits de Saint Vincent de Paul, on a retrouvé récemment, en fouillant un petit peu les archives, quelque chose qui était passé comme ça sous les radars, parce que les gens n'étaient pas, je dirais, avaient pas l'œil et l'oreille exercés. Vincent de Paul recommandait qu'il n'y ait aucun enfant dans les hospices dès que la nuit tombait. Alors, si maintenant, avec les informations qu'on a, on comprend combien d'historiens sont passés devant cette phrase et bien d'autres sans rien voir. Alors, sur cette question-là, nous avons commis avec un prêtre, Joseph Merlet, et une haut fonctionnaire que je ne citerai pas, en 2017, un livre sur la pédophilie, avant la commission Sauvé, qui nous a valu d'être auditionné longuement par la commission Sauvé. Donc, ça s'appelle Le Sacré Incestueux, la pédophilie des prêtres, publié chez Des Clés des Brouwers. Et de fait, ce que nous avons vu sur 6 années de travail, en rapportant les délits à la population active, des prêtres, des popes, des pasteurs, des rabbins, des imams, c'est qu'il y a un écart de 1 à 30. Ouais. On est sur du 0,0, mais c'est un écart de 1 à 30. Premier élément. Et deuxième élément, la thèse forte qu'on a Entre un prêtre et un autre. et un ministère autre du culte. ministre du culte. pardon. Absolument, bien sûr. Absolument. Donc, si vous voulez, C'est pas une histoire de recueil de la donnée, d'archives. alors, de fait, nous, on est passé à la fois par la presse et aussi par les presses internes des communautés en question. Donc, si vous voulez, c'était par les faits déclaratifs. Il y a toujours, mais là, Peut-être un biais il y a peut-être un biais, mais un écart de 1 à 30. Bon, c'est un gros écart. Ça serait un écart de 1 à 10, ok. Un écart de 1 à 30 concernant les professions. Il y avait question. Et donc, on a développé la question et on est arrivé à dire, au fond, c'est quoi un crime pédophile? Un crime pédophile, c'est un abus de pouvoir sexuel sur un enfant ou un adolescent. Un abus de pouvoir sexuel. Et de fait, en réfléchissant à ce que c'est que le pouvoir, étant politologue ou enseignant la science politique aussi, ce qui est intéressant, c'est assez étonnant, mais dans le Nouveau Testament, qui est un texte important pour les chrétiens, qui fait partie de la Bible après l'Ancien Testament, eh bien, dans l'évangile de Matthieu, il est marqué « Vous êtes tous frères », donc la religion des frères, « Vous êtes tous frères, vous n'avez qu'un seul Père, il est au ciel, il est céleste, et vous n'appellerez personne Père sur terre. » Pourquoi? Parce que ceux qui nous suivent, ils vont tout de suite comprendre. Quand j'arrive devant toi et que je dis « Je suis ton Père », ça s'appelle de l'autorité. Et l'autoritas, qui vient d'un terme latin, on est en 16 janvier, en 27 avant Jésus-Christ, c'est quoi l'autorité? C'est « je vais t'inspirer, fais-moi confiance. Je vais te rendre auteur de ta vie. » Autoritas, ça donne le terme français auteur. Par conséquent, quand j'arrive et que je suis non seulement ton père, tu m'appelles mon père, et que par ailleurs, je suis à l'image de Christ, pour reprendre un livre célèbre, et que par ailleurs, je suis à la suite des apôtres, des évêques, responsable, et j'ai le monopole de l'Eucharistie, de la consécration des deux espèces, du vin et du pain. Mais moi, petit enfant, moi, adolescent, mais je t'admire, je te glorifie, d'autant plus que papa et maman
Et mes frères et sœurs aînés m'ont dit « Waouh, c'est le Père !» Et qu'on vient rencontrer à la messe, entre autres de 11h le dimanche, le jour dominical, le jour du Seigneur, qui donnera le mot domination, repris par Max Weber, l'allemand. En tous les cas, ce que je veux dire, et nous avons proposé ça, et la commission Sauvé, enfin voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail de certaines discussions, mais nous a dit, bonne proposition, mais voilà, elle ne passera jamais. On a proposé de ne plus appeler Père, parce qu'au fond, cette Église catholique, elle est quoi? Elle n'est faite que de père. En haut, il y a un pape. Pape, ça veut dire en grec papa. Père, en termes de tendresse. En dessous, il y a les pères de l'Église. Super. Il y a les pères du Concile. Magnifique. Il y a Monseigneur. Il est l'heure. Seigneur, ça vient de Seigneur. Les patriciens, c'est-à-dire les pères anciens. Et puis, bien sûr, il y a l'abbé. Et abbé, ça veut dire père. Et en dessous, dans les paroisses, il y a des pères. Les femmes sont où? Les laïcs sont où? Alors que Jésus a dit, attention, et l'Église catholique, dans son lexique de pouvoir et de domination, n'a qu'une troupe de pères. Elle n'a qu'une troupe de pères. Oui, nous pensons profondément et anthropologiquement, y compris avec ce que ça veut dire sur des enfants et des adolescents, que c'est une erreur fondamentale qui est source et peut générer des abus de pouvoir sexuels. Alors moi j'irais... Et un Molière pour Olivier Bobineau. Je poursuivrai justement cette proposition à partir de... Comment est-ce que je peux... D'une autre totalité, puisque là, en fait, ce qui nous a été démontré, c'est justement cette espèce de paternité omniprésente et omnipuissante. Il y a aussi une autre chose qui est un problème absolument énorme, et qui a trait à des formes idolâtriques de représentation de Dieu, ou de l'idée qu'on se fait de Dieu, et qui sont en lien avec justement la question de la paternité. Si on dit que Dieu est, alors je le dirais comme les enfants, Dieu est amour, d'accord? Si Dieu est amour, le représentant de Dieu, il est amour, et il peut faire tout le amour qu'il veut, sans que l'enfant puisse se révolter. Et ça pose vraiment la question, une question profonde, qui est en fait une question théologique. Est-ce que l'Église va être capable de changer, de discerner les critères les critères de, comment dirais-je, les critères qu'elle utilise, le vocabulaire qu'elle utilise, pour qu'il n'y ait rien qui favorise ce système-là. Et je reviens sur mon insistance sur la loi, parce que bon, c'est le cœur de la question, l'articulation entre l'amour et la loi, qui m'a mobilisée pendant 5 ans avec un ami qui s'appelle Jean-François Boutor. Et alors, nous avons choisi d'elpler notre bouquin qui est sorti il y a très peu, d'un nom assez, pour nous, drôle, parce qu'il prend le contre-pied de Saint-Augustin. C'est « Aime et ne fais pas ce que tu veux ». Et je pense que le titre dit beaucoup du fond de la question. On résumerait les choses en reprenant la citation de Camus, « Un homme ou une femme, ça s'empêche ». Et puis, il y a cet autre axiome qui est vétérotestamentaire et qui est au cœur de la foi juive, qui est l'amour sans la loi est injuste, la loi sans l'amour est folle. Et je pense que c'est ça le chantier de l'Église, le plus, je dirais, celui qui pourrait lui permettre de se réconcilier et d'avoir une annonce qui soit beaucoup plus désirable qu'elle ne l'est. Mais très concrètement, il s'agirait de faire quoi? Alors très concrètement, je vais vous répondre par quelque chose de très concret. Commencer à faire quelque chose qu'on ne fait pas depuis très longtemps dans l'Église, c'est penser à frais nouveaux. Il y a une véritable chape de plomb qui a été imposée. C'est au cours des derniers pontificats, et en particulier celui de Jean-Paul II, qui s'est exercé dans les universités catholiques et qui, en descendant, est allé jusqu'aux formations catéchétiques et aux paroisses, etc. Et cette volonté d'affirmer le clergé comme étant un pouvoir, ça correspondait aux besoins que Jean-Paul II avait par ailleurs, mais il n'empêche que ça n'a pas permis l'éclosion d'une pensée nouvelle, originale et créative. Et ça, c'est essentiel. En fait,
il ne faut pas avoir peur. Or, je ne sais pas si maintenant, parce que je ne suis plus à l'Institut catholique, mais je ne sais pas si maintenant on peut encore enseigner, parce qu'avant ça n'était pas possible, dans une faculté catholique, enseigner la théologie en ayant une pensée novatrice. Si on posait des axiomes, même sous le couvert de la simple recherche, hein, qui étaient un peu antagonistes ou un peu... il n'y avait plus de carrière possible. En tout cas, moi, j'ai vu pas mal de personnes sabrées comme ça, ou mis dans jetées aux oubliettes, quoi. Voilà. Jean-Louis Schlegel. Oui, quand même, alors, je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit. Simplement, il faut reconnaître que, disons, dans l'évolution relativement récente de l'Église depuis les 2-3 dernières décennies, il faut quand même dire que quand on regarde la base, la demande de la base est relativement étonnante, quoi. Elle est plutôt conservatrice, on va dire ça comme ça. Et alors, on a remarqué, par exemple, on pensait à un moment donné que les abus, le scandale, qui est quand même un scandale énorme pour l'Église, hein. Quand le rapport de la SIAZ, dont on a parlé sur les abus sexuels, est paru il y a 5 ans, ça a presque ébranlé, on a vraiment très profondément l'Église de France, en tout cas, et on se rend compte que apparemment, les nouveaux baptisés dont on parlait, qui étaient quand même 10 000 adultes et 7 000 jeunes entre 11 et 18 ans de cette année, qui représentaient 45% de plus que l'an dernier. Donc ce mouvement, on a l'impression que, disons, ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas gênés, mais ce n'est pas du tout premier pour eux. Ce qui est premier, c'est de trouver, je ne sais pas, j'allais dire presque des étincelles de vie spirituelle, de sacré, qu'ils découvrent à l'occasion d'une messe où ils vont. Ça peut être une messe d'enterrement, un baptême d'amis, ou la visite d'une église, hein, par l'art aussi, des choses de ce genre-là. Alors c'est vrai il faut quand même reconnaître que c'est un peu déconcertant. Mais moi, ma propre expérience par rapport aux victimes, si vous voulez, je trouve quand même que tant qu'on n'en connaît pas personnellement et qu'ils vous racontent ce qu'elles ont vécu, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire des victimes qui vous disent quand même, qui sont écœurées, par exemple, par ce vocabulaire de l'amour, par ce père qui les a violées. C'est quand même, il y en a qui ont vécu des choses effrayantes, hein. Encore un qui s'exprimait, avant-hier, on a appris qu'il s'était suicidé, qui s'exprimait beaucoup sur Facebook. Alors voilà, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire là, mais peut-être qu'on pourrait quand même faire un effort malgré tout. J'ai l'impression aussi que, après quelques années, je ne dis pas que les évêques n'ont pas été attentifs, mais on sent bien que ça les gêne. Ils disent on a autre chose à faire. Maintenant, accueillons le nouveau baptisé, et puis écoutez les victimes, on va faire ce qu'on peut, on réparera un petit peu tant qu'on peut. On peut pas trop faire non plus parce qu'on n'a pas d'argent. Enfin, mais c'est pas très bon tout ça. Je trouve que ça n'arrange rien pour l'avenir. Pour rejoindre Jean-Louis, avec une mise en perspective sur 2 points. Le premier, il vient de le dire, que d'émotions. Nous qui avons travaillé pendant 6 mois, vous imaginez bien, le prêtre Joseph Merlet, quand il allait discuter avec des prêtres criminels, lui-même étant prêtre, voilà, choc d'émotions quand on entendait ici des adultes qui avaient été victimes, violés, abusés. Émotion. Mais comme tu viens de le dire, Jean-Louis, nous sommes à l'ère de l'émotion. Je reprends une distinction classique en philosophie politique entre l'émotion ex movere, c'est-à-dire ça va vers l'extérieur, c'est du mouvement, ça vient aussi vite et ça disparaît aussi vite. D'abord, elles sont multiples et elles sont très courtes, mais très intenses. Et la philosophie politique, en relisant les confessions de notre cher Augustin, je rappelle à certains catholiques identitaires qui est né, bien sûr, en Algérie, qui était berbère. C'est important de rappeler que le plus grand théologien du premier millénaire est bien algérien. Eh bien, berbère, et voilà, berbère en plus, voilà, qu'il ne maîtrisait pas du tout le grec, et donc des erreurs de traduction, ça c'est une autre histoire sur la grâce. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans les confessions, il parle de l'émoi.
Cet émoi, c'est l'opposé de l'émotion. D'abord, c'est durable. Ensuite, ça ne disparaît pas aussi vite que cela vient. Et surtout, c'est en profondeur. L'un des mots les plus forts, ça serait en allemand. Pour avoir travaillé à l'époque, ma première thèse doctorat porte sur les croyants en France et en Allemagne. Et je me souviendrai toujours de ce grand théologien, Werner Appelt, me disant, c'est, au fond, l'émoi, c'est comme la crainte, c'est fait d'effroi. À ne pas confondre avec la peur. Il y a une dimension de respect. Je rappelle que Furcht, donc, c'est à la fois la crainte, dit Furcht en allemand, c'est à la fois la crainte, mais qui est fait de respect. Respect, ça vient d'un mot latin qui veut dire pouvoir se regarder à nouveau. À nouveau, spectacle, spectare, inspecteur, bon, pestac, comme disent nos chers enfants. En tous les cas, ce respect, cet émoi, cette crainte, elle est profonde et durable. Or, aujourd'hui, à l'ère de la révolution du numérique, des échos et même France Info, et on le voit, des émotions, et avec des prix Molière, voilà, c'est le choc des émotions. Et ça, ce n'est pas favorable à un approfondissement durable dans le temps. Comme le dit le grand sociologue philosophe Hartmut Rosa, allemand, issu de l'école de Francfort, eh bien, Hartmut Rosa parle d'une société de l'accélération. Et dans cette société de l'accélération, il y a une des grandes aliénations que nous avons, c'est par rapport au temps, et c'est par rapport au divin, à ce qui nous dépasse. Et dans ce cadre-là, oui, quand des jeunes reviennent vers l'Église, recommençant ou demandent à être baptisés, comme le dit Jean-Louis, ils sont en recherche de cette émotion, et pas de l'émoi. Dans les entretiens que j'ai pu mener avec certains d'entre eux, il y a ça. Mais il y a un deuxième élément que j'appelle l'hypothèse bénédictine, parce que c'est un ami qui s'appelle Benoît, que je salue, parce que je sais que... Salut Benoît. Je salue, non, c'est vrai, je salue de Benoît, l'école parce bénédictine. que, si vous voulez, contrairement à d'autres, je ne pense pas tout seul. Hein. Paul, dans chapitre 4, verset 7 de la première épître aux Corinthiens, dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà. Et donc, en effet, moi, je cite mes sources, surtout à l'ère du numérique. Mais c'est très bien, ça, c'est Olivier Bobineau. Non, mais vraiment, c'est important, j'insiste là-dessus. Et comme le dit Montaigne dans ses essais... Ça nous est très agréable. Voilà. Je fais dire aux autres ce que je ne peux aussi bien dire qu'eux, tantôt par la faiblesse de mon langage, tantôt par la faiblesse de mon intelligence. Donc, je reviens à mon propos. Ce qui me semble important dans cette hypothèse bénédictine, c'est que l'Église catholique a fait un pari fou, malgré tout, avec la Commission Sauvé, c'est qu'elle a passé au Karcher 330 000 pour avoir travaillé la question pendant 6 ans. Je souhaiterais bien qu'on fasse ça dans certaines familles, notamment rurales ou urbaines. Je souhaiterais bien qu'on fasse ça dans d'autres institutions religieuses, mais aussi dans d'autres institutions éducatives. Et là, chères personnes qui nous suivent, je crois qu'aussi, on aurait de redoutables et d'horribles surprises. Et donc, dans ce cadre-là, l'hypothèse bénédictine, et je conclus, eh bien, avoir passé au Karcher, dans cette institution religieuse, qui a eu le courage de faire un point, et donc je peux dire encore aujourd'hui des choses, il y a des groupes, dans les diocèses, il y a des référents, et qu'en plus je peux vivre des émotions, Abdulillah, j'y vais. Aux États-Unis, chaque cas était pris pour ce qu'il était et indemnisé à la hauteur du préjudice. Et par exemple, quelqu'un dont la vie est détruite, qui n'a pas travaillé, etc., même si on lui donne 60 000 euros parce que c'est le maximum, si cet homme ou cette femme a 50 ans, 60 ans ou je ne sais plus 70, il faut quand même envisager qu'elle peut vivre longtemps et qu'il faut qu'elle vive dignement. Donc, on se doute bien qu'avec 60 000 euros, on ne peut pas se projeter vraiment dans un avenir quelconque. Donc, ça, c'est une première chose. Mais je voudrais dire autre chose, c'est que ce travail exemplaire qui a été fait en France, même s'il y a encore des défauts, hein, je ne suis pas du tout... ça aurait pu être quelque chose qui soit repris au niveau de l'Église universelle. Bien sûr, il y avait le risque que le scandale soit absolument, je dirais, démultiplié puisque posé à la hauteur du monde. Ça, je comprends ce souci de la part de l'Église, de la part du pape, mais en même temps, ça aurait été paradigmatique pour tous les autres pays, toutes les autres institutions, jusqu'aux familles dont on parlait maintenant, de ce qu'on fait quand on prend en compte ce que vaut une personne. Et ça, c'est essentiel.
Oui, alors je me demandais où était passé le pape là-dedans et son élection. C'est vrai. Non, non, je pense que, alors, puisqu'on est sur ce sujet, je pense que une des difficultés, c'est quand même justement, alors pour le coup, une église mondialisée avec un pape tout en haut. Donc les rapports entre les papes et entre les papes, la curie et les évêques, les conférences épiscopales des différents pays, la curie et les continents, avec les différences de culture sur ces sujets en plus, hein, parce que ce sont des sujets, on voit bien en Afrique, il y a, enfin, en tout cas, un certain nombre d'évêques ont réagi très durement sur cette bénédiction accordée aux couples homosexuels de bonne volonté en plus. Bon, mais on a l'impression que il y a une horreur terrible de cela, quoi. Mais pendant ce temps-là, on entend quand même dire que du côté des femmes, ils ne se privent pas d'abus, en particulier d'abus sur les religieuses. En Afrique, non, ça c'est l'Afrique, mais alors en Asie règne un silence extrêmement lourd. Dans les pays du Sud, plutôt genre Amérique latine, ils ont, enfin, on voit même aux États-Unis, c'est l'IVG enfin, disons, l'interruption volontaire de grossesse est absolument insupportable, alors qu'ils supportent éventuellement, comme au Brésil, un statut de mariage à trois. Hein, enfin, non, mais alors, on voit bien aussi que le pape qui sera élu sera quand même confronté aujourd'hui à cette diversité mondialisée et qui se revendique telle, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il fut un temps où l'Église de Rome pouvait imposer universellement sa loi, pour le coup, au nom de l'amour d'ailleurs. Mais ça, c'est fini. Et je crois que ça sera très dur pour le suivant de faire un peu de, je sais pas comment dire, comment il va se débrouiller. Pour rebondir encore là, à ce que vient de dire Jean-Louis, donc on a fait une religion monothéiste et comme le dit le grand philosophe et historien Marcel Gauchet, on est à l'ère du polythéisme, des jugements, des opinions. Et donc, chacun a son Dieu. Et ça rend pas les choses faciles, pour revenir sur le concept tout à l'heure employé par Paul, c'est-à-dire comment faire de l'universel avec une pluralité, avec ce que Montaigne encore appelle la pluralité des mondes. Ça, c'est une chose. Mais j'aimerais revenir, justement, puisque c'est de pape dont nous parlons, de papa, chef suprême de l'Église. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, puisqu'il faut attendre Damas, je rappelle qu'à l'époque, quand même, tous les évêques, les veillants sûrs, les surveillants, jusqu'en 498, 500, sont appelés papa. Et que, dans sa logique économique remarquable, à l'époque, le pape va dire « Non, j'ai le monopole. Fin de la récréation, je serai le seul, l'évêque de Rome, où Pierre et Paul sont enterrés. » Bon, Pierre, on ne sait jamais s'il est allé à Rome, hein. Il n'y a aucun texte. Oui, absolument. Donc, il faut faire très attention à cette... voilà, alors après, les fausses décrétales au 7e siècle, mais bon, on en reparlera une autre fois. On fait quelques mensonges sur la tradition de Pierre comme premier pape. Quand j'entends à chaque fois, on me dit Pierre, premier pape, mon sang historique et anthropologique ne fait qu'un tour. Bref, en tous les cas. Tu veux dire qu'il n'y a pas la tombe de Pierre non, bien sûr que non. Ça a décevoir plein de gens, c'est sûr. Non. Et vous savez, c'est marqué y compris dans la plus grande encyclopédie qui s'appelle Catholicisme hier, aujourd'hui et demain, qui a été commencée en 1944, qui a été finie en 2014, qui fait 24 500 pages. Eh bien, figurez-vous que même là-dedans, malgré tout, ça a été validé, hein, ce qu'on dit validé par les évêques. Eh bien, il y a quelques articles, quand vous lisez tout, bon, il faut avoir un peu de temps. Eh bien, quand vous lisez tout cela, vous retrouvez tout ce que je viens de vous dire. En tous les cas, pour revenir à notre propos, il y a un pape extraordinaire qui va faire une révolution depuis la fondation de la Curie, lors de la réforme grégorienne. On est en 1089. La Curie, c'est le gouvernement, hein, centralisateur, dont, d'ailleurs, évidemment, le Parti communiste stalinien s'inspirera en 1929. Là-dessus, nous avons commis quelques travaux. En tous les cas, ancien séminariste, le camarade Staline. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la Curie, de 1089 jusqu'au 11 mai 2011, les problèmes moraux, les problèmes sexuels, c'est ad intra. On gère nos problèmes entre nous, dans un entre-soi, dans nos cuisines, si l'on peut dire. Et Benoît XVI, on peut lui rendre hommage sur ce point-là, dans sa circulaire du 11 mai 2011, dit: c'en est fini. On ne gère plus ça avec notre droit canon. On ne gère plus ça entre nous. On va remettre cette justice, et c'est simple attention, au siècle, mais surtout aux États, aux civils. Et ça, l'air de rien, s'il n'y avait pas eu ça,
on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc là, pour rejoindre aussi ce que disait Jean-Louis, c'est important le pouvoir d'un pape à un moment donné. Il ne faut pas l'oublier qu'il est vicaire du Christ, vicaire de Pierre, ça veut dire en vicaire, ça veut dire en latin représentant. Oui. Donc il est vicaire du Christ, vicaire de Pierre, et il y a même quelqu'un d'assez peu raisonnable, Innocent IV, qui a dit « Je suis le vicaire de Dieu ». On le sait tous, quand on se réclame comme ça, ce point-là, représentant de Dieu, comme disaient certains Allemands en 1942, Gott mit uns. Tu veux dire Waouh. Dieu avec nous. C'est la Wehrmacht dont je parle. Donc il faut faire attention quand on mobilise. Vous m'avez emmené loin, Olivier Bobineau. Oui, comme toujours. Mais ça m'est très agréable. Il est 19h02, passé de 7 secondes, pardonnez-moi. Chers amis, c'était déjà l'heure de nous quitter il y a 2 minutes 12, mais peut-être peut-on prendre 5, 6 secondes, 10 si vous voulez, pour le mot de la fin ou le mot de la suite, Paul. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous espérons avoir un pape qui saura répondre aux défis du temps présent et non pas répondre, je dirais, à des questions qui sont déjà dépassées. Voilà, et je voudrais qu'il y ait beaucoup plus d'hommes et de femmes qui se sentent à l'aise chez eux, en Église. Et puis j'aimerais aussi que l'Église gagne en pertinence de manière à ce que tout ce que contient la culture catholique, non pas catholique, mais la culture chrétienne, catholique aussi, mais la culture chrétienne, ne disparaisse pas des radars. Parce que cette culture-là, elle est totalement tricotée avec notre culture occidentale. Et elle donne de vrais outils de pensée. Donc il faut ça et il faut de nouveaux penseurs. Olivier Bobineau, le mot de la fin, le mot de la suite. Je sais, je vous ravis là. Oui, merci à vous. Je dirais qu'un seul mot par rapport à ça. Je pense qu'il faut revenir à ce terme qui est 117 fois mis dans le Nouveau Testament et qui est fondateur du reste, mais qui doit être vécu, incarné, me semble-t-il, profondément. Je le crois que c'était le cas aussi du pape François. Ce terme-là, c'est l'agapé, qui est la 13e manière de dire en grec et qui est une invention du Nouveau Testament. Il y en a 12 avant. Hein. Ça peut être très variable. Hein. Eros, philia, l'amitié, contact des corps, bref. Ou encore pornoia, qui veut dire consommer l'objet, hein, qui donnera l'écriture pornographique. Voilà, pornographie. Donc, c'est agapé. Agapé, ça veut dire je t'aime de manière inconditionnelle. Quoi que tu me fasses, je t'aime. C'est le pardon des ennemis. Et vous savez, je fais partie d'un laboratoire qui, depuis 1952, étudie en gros les 36 000 traditions spirituelles dans le monde. 36 000, autant qu'il y a de communes en France, facile à retenir. Et je repense à ce qu'écrit quelqu'un qu'on connaît bien, un prêtre et anthropologue, Camille Tarot, qui dit à un moment donné, c'est le seul texte dans lequel où on dit « pardonne ton ennemi ». Hostis en grec, il faut pardonner celui qui va te tuer. Et je me rappelle quand je donnais cours avec Pauline Bèbe, la grande rabbine, eh bien, à des élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration, eh bien, quand on leur disait, oui, c'est le seul texte où d'habitude on pardonne l'adversaire, c'est-à-dire des concurrents, des adverses, une partie opposée. Là, c'est pardonne celui qui va te tuer. Oui, ça, c'est un coup divin. Eh bien, j'espère que, et pour rejoindre ce que tu viens de dire, qu'il faudra absolument que ça puisse faire témoignage dans un monde de guerre, dans un monde de choc des émotions et de radicalité. Il faut que l'agapé soit première. Merci pour ce joli mot de la fin, de la suite plutôt. Jean-Louis Stegal, le mot de la fin, le mot de la suite. Oui, alors d'un mot, moi j'espère que le nouveau pape aura le courage de François pour répondre éventuellement aux Vance et compagnie, qui essayent de nous démontrer qu'on commence par aimer d'abord les plus proches, sa femme, ses enfants, ses cousins, ses cousines, son grand-père, etc. Mais non, j'espère qu'il y aura un pape qui aura le courage, même sur son lit de mort d'ailleurs, de lui dire non, c'est pas ça. Tu te trompes. Le prochain, c'est le prochain lointain aussi. On ne calcule pas la distance. Merci, je ne dirais pas mieux. Merci Paul Zélich, merci Olivier Bobineau. 19h06, pardonnez-moi, pardon notamment à Cyril et Camille qui attendent, pardon, on est un petit peu en retard. Pardon aussi à vous, j'ai promis de vous libérer à 19h, c'était une promesse de Gascon, et pardon à la Gascogne. Merci à tous les trois, c'est la fin de ce stream. Merci de l'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leurs voisins de palier, que sais-je, leurs voisins de TGV, leur maman, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, mais vous le savez bien sûr, c'est franceinfo.fr. Il est dispo aussi en podcast sur la plateforme de Radio France. Et là, je vois que
j'impressionne beaucoup ma voisine Pozelis parce que je parle très très vite. Merci à vous dans le chat pour vos questions, pour vos petits mots sympas. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous a lu aujourd'hui. Merci à Stéphanie pour les visuels. Merci à ma droite à Cyril Balta à la réal. Merci à Camille à la programmation. Camille, le prochain rendez-vous, je pense que c'est déjà demain à 17h. On va parler guerre mondiale, celle d'hier, celle peut-être malheureusement de demain, même si on ne le souhaite évidemment pas. Et on va refaire peut-être un tour à Rome si d'ici là la cheminée de la chapelle Sixtine nous a babillé le nom d'un pape. C'est à peu près ça ou j'ai trop résumé en fait, c'est ça? Merci beaucoup. Non, mais exactement. Demain, nous retrouverons à l'occasion du 8 mai 1945 pour faire un point sur ce mémoire de paix primordial et nous élargirons à ce qui nous attend pour la suite face à la situation géopolitique qu'on connaît. Et dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur le conclave, toujours et encore. Voilà, c'est le programme de demain. Merci Camille Rio, grand architecte des plannings. Exactement. Des fumigènes. Camille Rio, donc le garçon des plannings, des invités au bon moment, au bon endroit, l'homme de l'ombre qui débusque les 06 plus vite que son ombre. On se retrouve donc demain jeudi, même endroit, même heure. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et tous. Salut.